Bienvenue sur Plein Potentiel, podcast où je m'entretiens avec des personnes inspirantes sur leur parcours, mais aussi différents sujets reliés à la réussite, au développement personnel et à la préparation mentale. Merci d'être à l'écoute. Mon invité d'aujourd'hui est Antoine Gervais. C'est un auteur, c'est un étudiant aussi en éducation physique et un passionné de voyage. Par contre, la discussion pour cet épisode-ci a surtout été axée sur son trouble de conduite alimentaire. Lui qui a eu cette problématique-là depuis 2017. Il commence à s'en sortir. Là. Ça n'a pas été facile. Mais donc, on a parlé beaucoup de ça, plus précisément de l'anorexie mentale, qui est un type de trouble de conduite alimentaire. C'est pas très connu chez les hommes, mais c'est quand même environ 10% des personnes atteintes d'anorexie mentale qui vont être des hommes. J'ai d'ailleurs avec moi là, le DSM pour vous définir un peu ce qu'est la problématique si vous ne la connaissez pas. Là. Il y a certains critères selon le DSM pour faire de l'anorexie mentale, notamment un refus de maintenir le poids corporel au niveau ou au-dessus d'un poids minimum normal pour l'âge et pour la taille. Aussi, une peur intense de prendre du poids ou de devenir gros alors que le poids est inférieur à la normale. Une altération de la perception du poids ou de la forme de son propre corps. Influence excessive du poids ou de la forme corporelle sur l'estime de soi ou déni de la gravité de la maigreur actuelle. Il y a aussi deux types d'anorexie mentale. Antoine, lui, était plus du type restrictif, c'est-à-dire que pendant l'épisode d'anorexie mentale, le sujet n'a pas de manière régulière présenté de crise de boulimie, ni recouru au vomissement provoqué ou à la prise de purgatifs, comme du laxatif, par exemple. Donc voilà pour la petite définition. L'épisode d'aujourd'hui est vraiment pour démystifier un peu cette problématique-là. J'espère aussi que ça va briser des tabous, peut-être diminuer des préjugés, parce que chez les hommes, c'est effectivement, il y a certains préjugés. On a parlé de tout le parcours là, vers cette problématique-là chez Antoine. Donc, au niveau de comment ça a commencé, ça a été quoi l'élément déclencheur qui l'a mené à vouloir perdre du poids. On a parlé aussi de l'influence néfaste des réseaux sociaux, influence qui est encore plus grave là, en fait, là, chez les jeunes adolescents, jeunes adolescentes, et même chez les jeunes enfants là, maintenant qui sont quand même présents assez tôt là-dessus. Aussi de comment en fait il s'en est sorti, il nous a donné quelques pistes, quelques trucs. Notamment d'aller chercher de l'aide. Évidemment, la guérison passe vers ce premier pas-là. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui, selon vous, pourrait être touché par ce trouble-là, ou si vous êtes cette personne-là, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. C'est vraiment le premier pas. Et le premier pas, c'est en fait d'en parler peut-être à un proche ou de la famille, un ami. Peu importe, et si vous préférez que ce soit quelqu'un que vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir le site de l'Ordre des psychologues du Québec. C'est pas une preuve de faiblesse d'aller chercher de l'aide, c'est juste normal. Et sur le site de l'Ordre des psy, vous pouvez faire des recherches en fonction de certains critères. Notamment, vous pourriez faire une recherche en fonction de la problématique, donc trouble de conduite alimentaire. Donc, il y a certains psys qui vont être plus qualifiés là, pour intervenir avec cette problématique-là. Vous pouvez aussi chercher par région. Je crois que vous pouvez aussi chercher homme versus femme. Donc, certaines personnes vont être plus à l'aise avec un certain sexe. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller chercher des ressources. Il y a certainement des ressources dans votre région, peu importe où vous êtes. Et l'important, c'est d'en parler. Aussi, Antoine est auteur, comme je l'ai dit précédemment, et on va faire tirer son premier livre lors de la sortie de l'épisode. Donc, je vous invite à être à l'affût. Donc, le livre, l'important, c'est d'écrire 31 récits de voyage sans prétention. Ce sont des textes qu'il a écrits, qu'il a sortis sur son blog personnel au fil des années. Il en a fait un livre. D'ailleurs, d'autres livres s'en viennent. Antoine qui a collaboré avec le Prof Nomade pour faire une série de tomes jeunesse. On en a parlé durant l'épisode. Je vous invite à écouter l'épisode pour en savoir plus. Et pour le concours et le tirage de son premier livre, ça va se passer sur ma page Facebook et celle d'Antoine.
Donc, si vous ne nous suivez pas, allez le faire. Ma page, c'est Francis Lapointe, Psychologie de performance, et celle d'Antoine, c'est Antoine Gervais, auteur. Je vous rappelle que je suis Francis Lapointe et que je suis coach en psychologie du sport et de la performance. Si vous voulez en savoir plus sur mes services en préparation mentale, vous pouvez visiter mon site web francislapointe.ca ou encore ma page Facebook ou Instagram qui se retrouve dans la description de cet épisode. Avant de vous laisser, simplement vous rappeler que le podcast est en diffusion sur le radio-h2o.ca. C'est tous les dimanches à 9h et les lundis à 14h. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec mon invité du jour, Antoine Gervais. Bon épisode. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ah, bien. Excellent. Cool. Non, c'est ça, comme je te disais avant le podcast, je suis tellement habitué de te lire sur Facebook puis partout que j'avais complètement oublié que tu étudiais en éducation. Puis je pensais vraiment que tu étudiais en littérature. Ouais, non, c'est ça. Puis non seulement éducation physique, c'est quand même spécial, là. Non, c'est pas quelque chose que j'ai haï, mais clairement, là, la littérature prend beaucoup de place dans ma vie. Puis l'enseignement, c'est autre chose. Là. C'est certain, le contact avec le jeune, c'est plus ça que j'aime là, dans tout ce qui est enseignement. Par contre, le côté littérature, journaliste, tu le sais, on a été collègues aux zones campus. C'est quelque chose qui va toujours faire partie de ma vie. Puis la vie, je me dis que la vie est longue, puis tu peux avoir des opportunités qui vont se présenter plus tard. Fait que je ferme pas la porte à ce que ma carrière enseignante prenne fin plus tôt pour ouvrir vers quelque chose d'autre ou peut-être mixer les deux aussi, ça peut être une possibilité. Ça, plus en plus de monde qui font ça, qui font plusieurs choses en fait. Là, parce que clairement, tu sais, on en reparlera plus tard, mais tu sais, j'ai sorti en 2 livres en fait, puis je vais en sortir. 2 livres? Oui, un deuxième qui sort, il va être lancé cette semaine. Ben, il est sorti officiellement en ligne, il va être lancé 2 fois cette semaine avec le prof nomade en fait. Ok, oui. Puis ça va être une série de 10 tomes qu'on vise, donc c'est certain que ça. Donc ça fait plusieurs livres, mais clairement, on sait qu'au Québec, très peu d'auteurs peuvent vivre de leur plume. Donc ça pourrait être une belle façon d'arrimer tout ça en ayant un petit à côté avec l'écriture, puis un emploi plus stable là, avec l'enseignement. C'est certain que ça serait le meilleur des deux mondes. Vous partez quand même sur un gros projet, 10 tomes? Oui, quand même. Là, c'est des romans, ça? C'est des romans, c'est quelque chose, c'est quand même original, très original en fait, parce que on sait qu'en littérature jeunesse, l'offre est exponentielle. Il y a beaucoup de livres qui se publient à chaque mois, chaque année. Par contre, nous, avec le prof nomade, c'est certain qu'on a visé le tourisme, le voyage. C'est des thèmes qui sont sous-exploités littéralement et littérairement dans le jargon. Pour la jeunesse, mais le thème, c'est vraiment un thème de voyage. Oui, c'est vraiment... En fait, Olivier Chiasson, le prof nomade, c'est son initiative à lui. Il a pris contact avec moi parce qu'il est tombé sur ce que j'avais écrit sur Facebook. Puis moi, c'est paradoxal quand même parce que je le regardais aller, puis étant enseignant, aimant voyager, je le voyais aller, puis c'était un petit peu comme une idole pour moi parce que je me disais éventuellement ça pourrait être cool de faire ça. Tu sais, lui il a pris une année congé de l'enseignement pendant une année, sabbatique en fait, oui, exactement. Puis il est allé visiter, si je me trompe pas, une vingtaine de pays. Puis dans ces 20 pays-là, il est allé visiter des écoles au primaire, parce que c'est un enseignant au primaire. Puis il a filmé des vidéos qui sont disponibles sur son site web. Puis qu'avec ça, les élèves du Québec, parce qu'il y a quand même une bonne audience, puis il était quand même assez populaire. Puis les élèves du Québec visionnent ces vidéos, puis on voit ça les amène à se conscientiser par rapport aux différences qu'il y a avec leur système scolaire ici. Puis ça les amène aussi à comprendre qu'ils sont quand même chanceux dans ce qu'ils ont. Parce que, tu sais, en Indonésie, par exemple, le premier tome se passe en Indonésie, l'école, c'est pas la même chose. Si je prends un exemple d'une des vidéos, je ne peux pas te dire lequel par cœur, mais les élèves sont pendant la récréation, sont dans la cour à l'arrière, puis premièrement, la cour de récré, il y a des vaches, il y a des bœufs qui se promènent. Là, les élèves ne comprennent pas trop. Le gazon, il y a ça de long aussi. C'est un champ. C'est un champ. Puis la fin de la récréation, tu sais, ils sont habitués, les élèves. Ici, il y a une cloche qui part, souvent mélodieuse parfois, qui permet qui dit que la récréation est finie. Là-bas, c'est un morceau de métal. Il y a un adulte qui s'en va, il prend un bâton de bois, puis il fesse 3 fois sur sur le morceau de métal, puis la récréation est finie. Mais tu sais, ça permet... Les élèves voient ça après, puis ça l'amène à prendre conscience des différences dans le monde, puis à apprécier peut-être ce qu'ils ont aussi. Puis c'est un petit peu la même visée qu'on a avec le livre. On veut... c'est quand même très cool le projet parce que le long du livre, c'est moi, j'ai écrit en totalité, je suis l'auteur à 100%, avec les idées d'Olivier, puis c'est inspiré de ses voyages, on se consulte avant, on passe quelque chose. Lui, c'est pas vraiment l'écriture, là. Lui, il est plus prof
et voyage, mais il est pas écrivain. Là, non, il est pas auteur, c'est vraiment moi qui ai écrit tous les livres. Lui, il m'aide. L'intérêt là, de travailler en équipe comme ça. Là, travailler en équipe, c'est merveilleux, puis je pense qu'on forme un très solide duo. Parce que c'est ça, lui, il amène l'expérience, il est plus âgé que moi, il a quand même quelques années de plus que moi, il a plus de vécu, donc il a voyagé plus, mais tout ça, lui, avec ses expériences d'enseignement aussi, tout ça mis ensemble avec ma plume, ça donne un résultat quand même très, je pense que ça va être très prisé. Puis c'est ça, en fait, comment ça fonctionne dans le livre, c'est l'enseignant, en fait, le narrateur, c'est Olivier, qui raconte à ses élèves, dans une classe fictive de 6e année, il raconte son voyage en Indonésie, donc avec des mésaventures, des péripéties qu'on a inventées aussi un petit peu. Puis ça fait que les élèves, entre eux, réagissent, posent des questions, beaucoup de dialogue entre les élèves. Fait que les élèves aussi apprennent au fil les élèves et les lecteurs, les jeunes lecteurs vont apprendre aussi au fil du livre, par exemple. Sur la culture. La culture, par exemple, je prends des exemples comme ça, la monnaie, le coût de la vie là-bas, la langue, les écoles, comment ça se passe. Il y a le Green School en Indonésie, c'est une école qui est 100% verte, en fait. Puis on parle de ça, un enseignement dans le livre, les élèves posent des questions. Puis il y a aussi un petit peu d'humour que j'ai mis là-dedans, fait que je pense pour vrai que c'est très, très... C'est vraiment intéressant. Il y a un volet un peu histoire aussi, là. Ça permet d'en apprendre sur la géographie, peut-être, ou sur des différentes cultures, différentes sociétés, d'autres réalités dans le monde. Là, c'est aussi, très là. cool. Le deuxième tome, là, je travaille fort sur le deuxième. Là, je vais ralentir un petit peu. Parce que, évidemment, ça prend quand même beaucoup de temps, mais j'ai quand même, je pense que pas loin du 3/4 du deuxième. On va leur travailler, c'est certain, du deuxième tome d'écrit. OK. Donc, c'est vraiment. C'est-tu différents pays, différents tomes? Ouais, à chaque tome, c'est un pays différent. OK. Ouais. Crème. Hâte d'avoir ça. C'est très cool. Je pense que je garde aussi. Ouais, tu peux continuer. Ouais, je vais garder quand même le secret pour le deuxième pays. Ouais. Mais on va en garder un peu. Ouais, on va en garder un peu, mais ça s'en vient, puis on va retravailler ça. Mais non, je suis quand même très satisfait du deuxième aussi. Il va y avoir tout autant les jeunes vont autant à faire d'apprentissage, puis on va s'assurer que ça soit quand même un peu différent, mais dans le même, que ça reste dans le même. OK. C'est les mêmes élèves, en fait, aussi qui reviennent. Là. Les mêmes élèves fictifs, c'est la même classe. Donc, le deuxième tome commence une semaine après le premier. Puis après la remise des bulletins, la rencontre des parents, on repart. Et que ça se passe en relativement un court temps. Oui, exactement. On avait pensé faire 3 à 4 tomes avec les mêmes élèves. Puis après ça, l'année se termine. On recommence avec des nouveaux élèves pour les suivants. Donc, c'est quand même un projet ça risque d'être ça, de longue envergure. Ouais. OK. Bon, on en reparlera peut-être à la fin de ton autre livre. Oui, merveilleux. On va décoller sur un autre sujet, ouais. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est toi, en fait, qui t'es proposé pour venir sur le podcast, puis j'ai trouvé que c'était une excellente idée, parce que on va parler d'un sujet qui est encore méconnu, ou qui est connu un peu de nom, mais souvent la réalité est pas tant connue de ce que c'est, l'anorexie. Encore moins chez les hommes. Commençons. En fait, tout ça a commencé il y a à peu près 3 ans, 2017. 2017, exactement. Puis on peut pas dire c'est un petit peu plus que 3 ans maintenant parce que c'est en fait une résolution de nouvelle année. Ouais, fait que décembre 2016, là, ça commence à te trotter en tête. Décembre 2016, si on veut être plus précis, lors d'un... C'est beaucoup de choses. J'ai creusé longtemps pendant 3 ans, en fait, pour savoir d'où ça venait. Mais l'une de ces-là, c'est sans doute un cours ici même à l'UQTR, dans mon baccalauréat en enseignement de l'éducation physique, un cours sur l'obésité avec le fameux IMC, l'indice de masse corporelle qui est dépassé. Selon moi, ça a plus raison d'être, mais c'est encore enseigné dans le baccalauréat en enseignement de l'éducation physique. Okay. C'est correct aussi, je suis pas là pour... mais ce cours-là, j'avais à ce moment-là, il faut remettre en contexte, là, j'avais un surplus de poids assez considérable. Là. En fait, j'ai pas peur de le dire, je le dis souvent dans mes textes, je le cite, je pesais 240 livres à l'époque. Pour 5 pieds 10, 5 pieds 11, c'est quand même... C'est pas si pire. Puis si c'était à refaire, je pèserais la même chose. Je veux dire, parce que avoir passé par rapport à ce que j'ai passé, T'aurais resté à ça. Je serais resté à ça. Puis, mais en même temps, non, parce que je vais m'en reparler plus tard. L'anorexie m'a amené d'autres choses éventuellement, mais c'est quand même 3 ans à souffrir assez intensément. Mm-hmm. Mais tout ça pour revenir à ce fameux cours-là, on fait l'enseignant nous parle de l'indice de masse corporelle, nous explique comment la calculer, nous montre le fameux range, qu'est-ce qui est le poids santé en fait. Donc par cœur, je me souviens pas. Ce que je me souviens par contre, c'est mon IMC à moi qui était 36,4 si je me trompe pas. C'est quand même, pour me rappeler 3 ans et demi plus tard, c'est parce que ça m'a marqué quand même beaucoup. Ouais. Puis c'était catégorisé obèse morbide. Donc, OK. Ouais.
Donc, c'est quand même quelque chose qui m'a marqué. Ça aussi, c'est quand même des mots qui viennent te chercher. Là. Quand même. Puis, éventuellement, tu sais, c'est ça. Parce que à ce moment-là, j'étais quelqu'un qui, tu sais, je veux dire, j'abusais peut-être un petit peu des bonnes choses de la vie aussi. C'était mon début de parcours universitaire. Tu sais, comment ça fonctionne. Peut-être un petit peu, c'est ça. Avec la chasse-galerie, avec les fameux mercredis soirs étudiants ici à l'UQTR. C'est quand même des soirées que j'ai apprécié puis que j'apprécie encore. Ça fait partie de mon parcours. Puis c'est certain que c'est des soirées mémorables. Je vais m'en souvenir longtemps. Puis tout ça aussi, l'été d'avant, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, avec les bars, aller jusqu'au... Dans les excès, mais excès normal d'étudiants, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Non, c'est ça. Excès normal. Puis il fallait que jeunesse se fasse. Ouais. Puis c'est ça, jeunesse s'est faite. Après ça, c'est ça. Là, ça a été... Tu rentres dans un baccalauréat où, veux pas, c'est des futurs enseignants en éducation physique, donc c'est des gens qui s'entraînent beaucoup, qui ont souvent, on va le dire, là, sont en forme. Ils mangent pas comme moi je mangeais. Moi, ce que j'ingérais comme nourriture, ça me tourmentait pas. Ça allait être ce que ça allait être, puis souvent, ce qui est bon, c'est les fast-food. Fait que j'y allais comme ça. Puis... aucune habitude alimentaire, souvent c'était des mauvaises habitudes, mais je veux dire aucune habitude en voulant dire souvent je jeûnais pas, je mangeais quand j'avais faim, ou quand j'avais pas faim je mangeais, puis je m'en souciais pas plus qu'il faut. Mais là, en me comparant un petit peu avec ça, l'IMC, je me disais bon là, si je veux, j'ai quand même encore 3 ans et demi à faire avec eux, puis il fallait que je rentre dans le moule, puis je me suis arrangé pour rentrer dans le moule aussi. Fait qu'à partir du 1er janvier, là, je me suis dit, bon, là, c'est une nouvelle session, on repart, nouvelle année, on va se remettre dedans, puis on va faire un petit changement, on va perdre un petit peu de poids. C'est ce qui devait arriver. T'avais-tu un objectif précis en tête de poids à ce moment-là? Ou? 240, je me disais, si je peux descendre en bas de 200, ça pourrait être pas pire. OK. Puis, juste pour revenir un peu à ce que tu as dit tantôt, l'IMC, selon toi, est dépassé. Pour quelle raison? C'est-tu parce que c'est fondé sur un chiffre, justement? Fondé sur le poids? C'est surtout ça, en fait. Il y a toute la notion que le poids n'a pas sa raison d'être. Là. On voit plus qu'un chiffre sur une balance. Là. J'en reviendrai plus tard. C'est un des mantras que je répète un petit peu partout quand j'ai la chance d'en parler. Ça veut rien dire, là, le poids. Là. Sérieusement, il faut pas s'arrêter à ça. On devrait même plus se peser. Moi, je me pèse plus, puis je me pèserai probablement plus jamais, puis j'en parle, puis c'est certain. Ouais. Mais j'écoutais une vidéo juste avant de venir ici sur l'anorexie, puis la fille a dit la même affaire. Au moment où elle a voulu changer, en fait, qu'elle a voulu arrêter tout ça, puis se remettre à manger de façon normale, elle a dit à sa mère, débarrasse-toi de la balance, s'il te plaît, parce que... En fait, si je sais pas mon poids, ça va mieux aller. C'est certain. Puis je reviendrai en janvier, là, en janvier 2017, c'était un de mes premiers achats. Pour en revenir à ça, c'est ça, le poids l'IMC, en fait, moi, personnellement, elle est dépassée parce que c'est un poids puis ça devrait pas sa raison d'être, mais encore plus parce qu'elle tient pas compte de la masse... la masse maigre, donc les muscles. Les muscles, c'est ça, exactement. Tu sais pas, c'est quelqu'un qui peut avoir un IMC, un 34 d'IMC, ça peut être parce qu'il est très, très, très musclé. Ouais, ben c'est comme les filles sur Instagram qui mettent une photo 110 livres, puis à côté, 130 livres, mais le 130 livres sont plus musclés, puis techniquement, c'est plus un... Les fameuses photos Instagram coupées en deux, là. Ouais, exact. Ça, c'est... Ils sont plus grosses en termes de poids, mais ils sont plus musclés, puis ils n'ont pas plus de gras. Exactement. Là, fait que ça, effectivement... C'est un bel exemple, mais c'est un exemple qui devrait pas exister. Aussi, mais c'est un bel exemple. Problématique. T'as bien illustré ça, mais c'est clairement quelque chose qui devrait être banni, selon moi, parce que ça encourage le problème, en fait. Ouais. Mais pour en revenir en janvier 2017, c'est ça, une petite mise en forme là, pour perdre 40 livres, c'est quand même considérable, 40 livres, quand on y pense. Ouais. Mais finalement, j'aurais pas trop eu de problème à le perdre. Mais non, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un comme ça. C'est souvent ça, les anorexiques qui ont des prédispositions aussi. C'est des gens qui sont très, très... tu vas toujours au bout de ce que tu entreprends, c'est toujours c'est la loi du tout ou rien, t'es quelqu'un de... C'est ça, je suis quelqu'un comme ça, fait que quand je me suis mis à quelque chose, puis même dans tous mes projets, tu l'as sûrement vu, je suis quelqu'un qui pilote beaucoup de projets, mais... Tu te donnes à 100%. Je me donne à 100%, puis c'est ça, parfois j'ai tendance à en prendre un petit peu trop aussi, je m'en rends compte, je m'ajuste, mais souvent c'est... Je sais pas, quand il y a quelque chose qui me propose, qui m'allume, j'ai le goût d'embarquer dans ça à fond, puis c'est ça que j'ai fait avec ça. Ça me fait beaucoup penser à un de mes invités que j'ai eu sur le podcast, que lui, c'était une dépendance à drogue et alcool. Okay. C'était la même chose. C'était même s'il était sobre depuis plusieurs années, il disait qu'il était encore... Souvent, il se retrouvait à être dans l'excès, puis à
tout le temps flirté avec cet excès-là de... Lui, il s'est starté un podcast. Okay. Il fallait tout qu'il sache. Là. Les micros, il faut qu'il sache toute la technique. Il se pogne les meilleurs micros. Toute la connaissance fois 1000. Mais tu sais, il se met là-dedans, mais genre à 100%. Puis tu sais, à un moment donné, il se rend compte que sa blonde, des fois, il disait... Tu te rends compte, t'es en train peut-être de perdre le contrôle, là? Parce que dans le fond, c'est ça, c'était... Non, c'est ça. C'est pas juste dans la drogue, c'est pas juste dans l'alcool, c'est pas juste dans la nourriture. Souvent, ça... Exactement. Puis souvent, lui, ça a été l'alcool... C'est un trait de personnalité, dans le fond. Exactement. Puis lui, ça a été l'alcool puis la drogue qui a en fait transposé dans son podcast. Moi, j'ai fait un petit peu le même principe avec l'écriture, puis tout ce qui est académique aussi. Parce qu'étrangement, mon cerveau pouvait fonctionner de la même façon. Je l'alimentais pas assez. Mon système marchait pas bien, problème physiologique. Mais j'ai quand même fini avec la meilleure cote Z de mon programme pendant 2 à 3 ans consécutifs. Okay. J'avais des très, très bonnes notes. Pourquoi? Parce que toute l'énergie que je mettais dans le trouble alimentaire, il fallait que ça le transpose ailleurs parce que je pouvais plus. Fait que c'est l'écriture, ça donnait ça. Ça donnait toutes les chroniques que tu as vues passer au journal, les textes sur mon blog. Je pense que je suis rendu en haut de 60 textes. Ça donnait, parce que l'énergie que je mettais dans ça, je le transposais ailleurs. Fait que c'est avec l'étude aussi, ça donnait toujours des bonnes notes. Mais au final, si c'était pas du trouble alimentaire, probablement que j'aurais pas tout mis cette énergie-là. C'était pour la transposer ailleurs parce que c'est sûr, certain que si tu te concentres tout le temps dans ça, je pense que j'y aurais peut-être passé. Là, durant ton trouble alimentaire, durant mon trouble, dans le plus creux de mon trouble, fallait que je trouve quelque chose pour enlever pour passer mon énergie ailleurs. Une distraction, exactement. Fallait que je me trouve une distraction. Puis, mais tu sais, au début, c'est ça. Fait que tu commences janvier. L'alimentation, comme je te dis, j'étais pas beaucoup d'habitudes. Je suis devenu avec des habitudes très, très ancrées, de plus en plus, en fait. Donc, tout ce qui était, tu connais, on en entend parler, là, tout ce qui était pâtes, pain, le moins possible, tout ce qui était sucre, tout ce qui était dessert, c'était fini. Restaurant, c'était fini. Tranquillement, mais plus de légumes, mais trop de légumes. Commence à courir la course aussi parce que je suis rendu un coureur, j'en fais encore mais de manière plus saine, mais j'ai été un coureur très très excessif le surentraînement en fait, c'est ça. Fait que tu courais, je pense, jusqu'à des fois 2 fois par jour. 2 fois par jour, exact, matin soir. C'est ça, je t'avais lu que tu disais que des fois tu allais courir le soir pour après ça aller te peser. Ah oui, ça te pesait avant la course, après la course. On buvait pas pendant la course, évidemment, pour pas... j'avais peur de prendre du poids. Tu vois à quel point c'est malsain. Mais au début, à 240 livres, l'avantage, pour moi, c'est un désavantage, mais l'avantage que c'est quand tu y passes à une perception de santé puis d'éviter le surentraînement, c'est qu'à 240 livres, je peux te garantir une chose, c'est que tu cours pas très longtemps. Tandis que quand t'en pèses après ça, plus tu descends, tranquillement, tu perds du poids, là, tu peux courir plus longtemps. Ça, c'est un cercle vicieux, parce que là, c'est là que les commentaires embarquent, parce que la semaine passée, comme que on en parlait un petit peu avant le podcast, c'était la semaine du national des troubles alimentaires pour faire de la prévention. Puis cette année, l'idée principale, le thème en fait, c'est ça exact, c'était les réseaux sociaux. Donc les commentaires sur les réseaux sociaux. Puis moi, c'est là que ça a commencé. Là. C'est parce que j'ai publié une photo, si je me trompe pas, à 200, un petit peu moins, je sais pas combien que je pesais. Mais pas loin du 200, pas loin de mon objectif. J'ai mis une photo. Okay. Combien de temps puis, après? Je dirais 1 mois ou 2 après avoir commencé. OK, ça a vraiment été vite. Ouais, puis c'est maximum, là. C'était un petit peu avant ça. Okay. Je mets la photo, puis les gens commencent, puis ils commentent. Tu sais, c'est pas négatif, parce qu'on en parle souvent, t'as des commentaires négatifs, que souvent la grossophobie, tu sais, t'es grosse, t'es gros. Là, c'est sûr que c'est néfaste. C'est sûr que c'est néfaste. Tandis que les commentaires positifs, par contre, sont plus malsains parce que je les trouve sont insidieux. Tu les vois pas arriver, sont sournois, c'est très sournois. Puis c'est ça, fait que des commentaires lâche pas, wow, ça te fait bien, un nouvel homme, tu sais, des commentaires comme ça, tu sais, ils ont l'air anodins. Ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est très flatteur, exactement. Pour certaines personnes, toi, ça a été ton cas, ben ça a eu un effet peut-être. Ben c'est parce que sérieusement, tu sais, ça venait de flatter mon ego. Tu veux continuer. Là, je me disais, bon, ben là, tu sais, ça n'a pas été compliqué de perdre ça, là. Tu sais, j'ai perdu je sais pas combien, j'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai perdu je sais pas combien. Là, les gens, ils apprécient ça. Moi aussi, tu sais, je regarde l'image. Moi aussi, personnellement, je me trouve quand même, tu sais, attirant comme ça. Tu sais, j'ai perdu un petit peu de poids. Je sais qu'il m'en manque encore un petit peu il m'en manque encore un petit peu à perdre. Bon, on va continuer. Fait que là, tu continues. Puis là, tu cours plus longtemps. Là, tu te prives encore plus côté nourriture. Là, les sorties entre amis, là, ça vient avec l'isolation sociale, parce que tout ce qui est sorti entre amis, souvent, ça rime avec ingérer des calories. Tu sais, souvent, ce qu'on fait, c'est notre nature quand même, la nature humaine qui est ça. Tu sais, je veux dire, souvent autour d'un repas, autour d'une bière, ça peut être ça. Tous des trucs, tu sais,
il y a aussi le mois février est arrivé ensuite. Je le fais encore cette année pour me prouver que je suis capable de le faire après ça, en recommençant à reprendre de l'alcool. Mais en février 2017, j'avais fait le mois sans alcool. Okay. Finalement, ça a fait 2 ans sans alcool. OK. Ouais, ouais. Ouais. C'est ça que je te dis, c'est tout ou rien. Puis je me suis dit, bon, parce que je buvais beaucoup. J'ai pas peur de le dire, là, je buvais quand même beaucoup. Puis, sans dire que j'étais excessif, mais toutes les fins de semaine, virer des brosses quand même. Ouais, des bonnes, là. Ouais, quand même des bonnes brosses. Là, c'est certain que je me suis calmé. Mais non, c'est ça. Puis, fait que je fais mon mois de février 2017 sans alcool. Puis je me dis, bon, ça me manque pas tant que ça. Puis c'est certain dans ma tête que c'est toujours en perspective de, c'est sûr que ça va aider ma perte de poids. Fait qu'on va continuer, on va faire mars, tu sais. On va faire avril. Puis là, ça descendait, les poids descendaient toujours plus. Puis jusqu'à... Là, ma session se termine. Là, je commence à rentrer dans le moule tranquillement. Tu sais, je me dis, bon, là, je peux me comparer, mais tu sais, je me rends pas compte à ce moment-là de l'ampleur de ce qui m'attend après. Puis j'arrive après ça... Est-ce que c'était déjà... à partir de quand tu penses que c'était... Ben moi, j'ai perdu le contrôle. J'ai travaillé avec, il y a eu beaucoup de recherches. Tu assez tôt, ben c'est quand même selon moi, là, loin. parce qu'en y repensant la semaine passée, parce que j'ai eu la chance d'avoir une entrevue avec TVA, avec le Loricard aussi, qui je vais revenir aussi sur un groupe de recherche, c'est l'UQTR qui m'a beaucoup aidé. J'ai été patient pour eux, puis là, j'ai essayé de travailler avec eux pour faire... pour en parler, en fait, faire de la prévention aussi. Ouais. Exactement. Puis... c'est ça, donc le Ricard. Puis en repensant à ça, cette photo-là que j'ai mis là, la première. Le TVA a d'ailleurs été sur mon compte Instagram pour la ressortir puis sortir les commentaires. Mais cette photo-là, c'est peut-être ça aussi qui a été le déclencheur. Parce qu'une fois que tu rentres dans le cercle vicieux des commentaires puis tu veux montrer aux gens ce que tu es capable de faire, ça peut être là que ça peut devenir plus dangereux. Parce que puis aussi, c'est à partir de là que tu le fais pour les autres. Exactement. Je sais pas si au départ tu le faisais pour les autres. C'est une question aussi que je me posais, étant donné que tu as voulu entrer dans le moule, justement, des gens en éducation physique. Fait que, selon toi, ta motivation de départ, c'était-tu une bonne motivation? Non, clairement pas. Dès le départ, c'était pour les autres. Pour les autres. Je pense que oui, parce que puis au final, tu te rends compte qu'il y a personne que ça change rien dans la vie de personne, sauf dans la mienne. Puis ça m'amène à penser souvent, tu sais, j'ai des proches, j'ai des amis aussi qui parlent ont léger surplus de poids comme tout le monde. C'est tellement vrai ce que tu viens de dire. C'est ça, puis tu y repenses, puis tu te dis... Ça change rien à personne d'autre que toi. Sauf moi. Ouais. C'est moi qui ai passé le mauvais... Eux autres, le monde, que j'en pèse 240, que j'en pèse 200, que j'en pèse 120, que je me suis rendu là, ça ne change rien. Moi, par contre, ça a fait ça, puis ça a fait pas mal. Mais tout ça pour en revenir, tu sais, de nos jours, là, les surplus de poids, là, les légers surplus de poids, je pense que un bon pourcentage de la population en a, les légers surplus de poids, puis je pense que tout le monde vit bien avec ça. Mais t'as toujours beaucoup de personnes qui veulent en perdre du poids. Au final, c'est pas... personnellement, tu sais, je parle pour les humains à leur place, pour l'avoir vécu. Je pense pas que ce soit pour eux autres qui veulent le perdre le poids, c'est pour avoir l'apparence qu'ils vont dégager pour les autres. Ouais. Puis au final, tu sais, en ayant vécu comme je l'ai vécu, avec une certaine, en ayant pris un peu de recul, une certaine distance par rapport à ça, tu te dis, ouais, c'est peut-être pas la meilleure raison de le faire, parce que non, tu sais, ouais, c'est ça. C'est une motivation externe qu'on dit, là. Parce que peut-être que quelqu'un qui l'a pas vécu, puis qui veut perdre son poids, puis qui, tu sais, pas plus motivé qu'il faut, puis que lui perdra jamais son poids, il sait pas, mais quand il va l'avoir perdu, il sera pas plus heureux, là. Moi, je le sais. Mais une bonne motivation, c'est une motivation interne, c'est une motivation qui vient de vraiment, je le fais pour moi, puis qui est pas basé sur justement des commentaires comme sur les réseaux sociaux, sur l'image, des attentes sociales, sur whatever. C'est basé sur des valeurs, peut-être tes valeurs, c'est des valeurs de santé, mais ça, c'est une bonne motivation. Sauf que là, dans le cas... Puis c'est sûr qu'il y en a des gens que c'est ça, des bonnes motivations pour perdre du poips. Oh oui. Mais je serais curieux de savoir le pourcentage. Ben, puis il y en a probablement qui pensent qu'ils ont une bonne motivation, mais qu'inconsciemment, ben... Un inconscient aussi. Moi sérieusement, au début, c'était prétentieux, mais dans ma tête, c'était des bonnes motivations. Je veux m'en remettre en forme, je veux rentrer dans le moule. Ben, tu sais, pas rentrer dans le moule, là, c'est pas nécessairement négatif, ça. Tu veux rentrer dans le moule d'éducateur physique. Ben, tu devais te dire, je veux montrer l'exemple. Aux jeunes, exactement. Puis, fait que je me disais ça, puis tu vas rentrer dans le moule. Puis c'est des gens en santé, l'éducation physique. Là. Si j'avais arrêté là, à un certain moment, ça aurait été parfait. Mais là, c'est parce que j'ai rentré dans une spirale que tu sors pas de ça comme tu veux. Il y en a beaucoup qui en sortiront probablement jamais. Moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis totalement sorti, mais je pense que j'ai
un pied et demi en dehors de cette fameuse spirale-là, puis qu'éventuellement, ça va continuer à aller bien, puis ça va en sortir pour vrai. Puis comment tu le sens, mettons, maintenant? Pourquoi exactement que tu dirais que tu n'as pas les 2 pieds de sortie? Comment que ça peut se manifester? Parce que je pense qu'en ayant vécu l'anorexie, ce qui caractérise l'anorexie, puis définitivement tous les autres troubles du comportement alimentaire, la boulimie, que ce soit l'orthorexie, peu importe, là. Il y en a plusieurs. Mais je pense que c'est surtout caractérisé par moi, j'aime beaucoup l'image de la montagne russe. Là. D'ailleurs, c'est un de mes textes, je sais pas si tu l'as lu, je fais un parallèle entre le trouble alimentaire et la montagne russe parce que c'est clairement ça. J'ai eu des périodes où ça va très très bien, des hauts, puis ça finit toujours pour que ça redescende, c'est des bas. Puis là, c'est en 3 ans, puis tout va bien. Là. Sincèrement, j'ai absolument rien dans ma vie qui va pas bien. Mais tu restes toujours, tu gardes toujours en tête les fois où ça allait bien puis t'as eu une rechute. Puis j'espère, je touche du bois encore à soir. J'espère que ça viendra pas cette rechute-là, mais je suis pas à l'abri. Puis je pense que encore un mois ou 2 comme ça qui va bien puis qu'il se passe rien d'autre de négatif. Je ne vais pas pouvoir dire que je suis sorti, mais je garde en tête que l'anorexie, ça amène des trucs, des pensées qui vont toujours être présentes, puis que je vais toujours vivre un petit peu avec elle, mais qu'elle n'aura plus d'impact sur ma vie. C'est à ce moment-là, je pense, quand elle n'a plus d'impact sur ta vie, même si elle est là, même si tu as des petites pensées, si tu réussis à vivre avec, à les contourner, à avoir le dessus sur elle, je pense qu'à ce moment-là, je pense qu'à ce moment-là, l'anorexie, elle fait partie de ta vie, mais tu l'as vaincu pareil. Je sais pas si c'est mon point. Ça peut être quoi comme pensée? As-tu des exemples? C'est très... En fait, c'est... Plus ça va, plus t'es rétabli de ton trouble, moins qu'ils vont être présentes, moins qu'ils vont être insidieuses, moins qu'ils vont prendre de place. Tu vas en prendre conscience exactement, plus. Puis... Exactement. Puis tu vas aussi être capable de les relativiser aussi, de comprendre que c'est des pensées qui n'ont pas lieu d'être. T'sais, souvent, c'est... un exemple, l'exemple probablement le plus banal, là, puis le plus... que j'ai vécu souvent en 3 ans aussi. On a un souper de famille. À la base, souper de famille, ça dit anxiété chez moi parce que, tu sais, c'est souvent des soupers, qu'est-ce qu'on mange, mettons, des pâtes ou, tu sais, puis on mange toujours plus, je sais pas, en famille, tu sais, parce que sinon, c'est moi qui faisais mes repas, tu sais, mais pas de restaurant, puis c'est moi qui cuisinais, fait que je pouvais doser une bonne quantité de légumes dans mon assiette, un petit peu de viande, tu sais, parce que je sais que je suis pas, même si c'est calorique, ça me prend ça parce que le système va arrêter de marcher tout court, fait que c'est ça, puis tu sais, pas de... moins possible, c'est de glucides. Ouais. Mais là, quand tu t'en vas un souper de famille, c'est moi qui cuisine, tu sais, puis je veux quand même, tu sais, je veux toujours... le contrôle sur tout ce qui va être dans ton assiette. Surtout, tu perds un petit peu de contrôle, ça amenait de l'anxiété. Fait que là, c'est sûr qu'un souper de famille, à la base, c'est ça. Puis souvent, c'est des soupers de fête. Donc, qui dit fête, dit souvent gâteau ensuite. Fait que là, c'est ça. Puis à certains moments, c'est des hauts et des bas pendant 3 ans. Fait qu'à certains moments, j'étais capable de prendre... c'est ça, à quel point c'est des hauts et des bas, c'est que, mettons... un mois, à un certain moment, je sais pas moi, au milieu de l'année 2018, on va dire, je sais pas, c'est un exemple. En juin 2018, on a un souper de famille, je suis capable de prendre un morceau de gâteau. Là, j'ai des pensées négatives, là, parce que là, j'ai plus de morceau de gâteau. Fait que là, ça vient avec la compensation. Tu viens pour compenser ça. Il y en a qui vont faire par des purgations comme la boulimie, en fait. Donc, boulimie vomitive. Pas la boulimie, l'exemple est pas bon, mais veut dire, ils vont se faire vomir en fait. Donc l'anorexie. Ou bien peut-être qu'ils mangeront pas le jour d'après, mettons. C'est exactement. Il y en a qui vont se faire vomir. Qu'ils ont pris. Exactement. Puis à moi, tu sais, je dis haut et fort, c'est quand même quelque chose dont je suis fier. Je me suis jamais fait vomir en 3 ans. J'ai compensé comme ça en mangeant un petit peu moins le lendemain, mais aussi le sport. Dans mon texte, le sport, souvent tu sais, je mangeais ce morceau de gâteau là, mes pensées il m'envahissait tellement ces pensées là négatives que je ressortais dehors puis j'allais courir. J'avais couru le matin là, tu sais, j'avais couru un bon 6-7 km le matin là, tu sais, fait que le système c'est des calories dépensées pas mal, mais tu t'en rends pas compte. Dans ta tête à toi, tu t'en dépenses jamais assez de calories puis t'en ingères tout le temps trop. Mais c'est pas vrai. Tu déformes la réalité. Puis t'arrives, fait que là, je sortais le soir, souvent en cachette. Souvent, c'était en plein été. On se dit mois de juin, le morceau de gâteau est mangé. Puis je ressors en cachette le soir, juste parce que j'ai mangé un morceau de gâteau. Là. Puis là, comme je te dis, je me pesais avant.
Tandis que quand tu y penses, c'est tellement idiot parce que le morceau de gâteau, il est pas rentré. Je veux dire, ton corps l'a pas encore assimilé. Puis je me pesais avant. Là, j'allais courir. Pas d'eau. Souvent, je me mettais des épaisseurs de manteau de plus pour suer davantage. Dans ma tête, ouais. Perdre de l'eau. Puis... tu perds de l'eau. Là, je me repesais. Puis là, j'avais perdu du poids parce que j'avais pas pris d'eau. Oh. Dans ma tête, là, j'avais pas pris d'eau. Comme pas basé sur une logique de comment ça fonctionne, le corps humain. Je savais, tu sais... Je voulais me faire mes yeux. La maladie me faisait me faire mes yeux parce que j'étudiais en éducation physique. Puis je savais très bien comment tu peux... En plus, ouais, c'est vrai, t'avais les connaissances, mais il y a vraiment... C'est vraiment une maladie. C'est pour ça qu'on appelle ça une maladie. C'est une maladie mentale. Puis clairement... tu sais, je savais quand je me repesais après que j'avais perdu du poids puis c'était juste de l'eau. Parce que j'avais pas... Ça fait du bien pareil. Ça fait du bien parce que je voyais le chiffre. Puis tu sais, c'est mon nouveau téléphone, là, mais genre, ça fait 2 téléphones que je passe depuis ça là, mais l'autre téléphone d'avant, là, je regardais mon galerie de photos, c'était juste des chiffres de balance photo, là, pour me prouver que j'avais ça cette journée-là. Là. Puis t'avais-tu une des fameuses applications où tu rentres toutes tes calories? Non, puis, non, tu calculais toi-même. Imagine tout le... Parce que j'aime ça, moi, l'exemple... Je sais que tu savais... la carotte. Des carottes, combien? 14 carottes, des petites carottes. Ouais, c'est les mini carottes. En fait, c'est 35 calories pour 14. Ouais. Pour 185 grammes. Donc, dans ma tête, le paquet de 300 grammes, ils se vendent sous forme de 300 grammes. J'en ai acheté, j'en achète encore. Je suis capable de les doser éventuellement. Mais, ouais, c'est environ 100 calories. Fait que ça me faisait une collation. Puis avant, je n'étais pas capable de manger tout le paquet. Là, je le mange. Donc, en mange, je vais manger tout le paquet. Mais avant, c'était 14. 1, 2, 3. Ça fallait pas que ce soit 15 ou 16, là, c'était 14 carottes parce que c'est 55 calories. C'est plus là, c'est là que les pensées négatives peuvent apparaître. Là. Même si c'est juste des carottes. Là. Puis si j'ai pris 2 carottes de plus, ça veut dire quand même, tu sais, c'est pas des calories de plus. Pas loin de 10 calories de plus. Comment qu'on va faire pour. Fait que non, c'est ça. Tu vois à quel point c'est malsain. Puis calculer de même tout le temps. Pas, ça prend de la place. Cognitivement, c'est une charge de plus que je pourrais mettre ailleurs, puis je pourrais investir. Là, avec le recul, je me suis dit, toute cette énergie-là que je mettais à faire ça, j'ai décidé de la mettre ailleurs. Ça a donné des beaux résultats quand même dans ma vie, puis dans mes projets littéraires, entre autres. Mais à ce moment-là, c'était vraiment, vraiment très envahissant. Puis là, pour revenir à la montagne russe, le mois d'après, mettons là, j'ai pu le prendre. Il y a eu la purgation, il y a eu compensation, mais j'ai pu le prendre le dessert. Tandis que le mois d'après, même dessert, même contexte, je me fais offrir le dessert, pas capable d'en prendre. OK. C'est vraiment des hauts et des bas. Puis c'est pas parce que t'es capable une fois que t'es capable à un certain moment que la fois d'après, tu vas pouvoir en prendre 2 morceaux. Là. C'est pas comme ça que ça va. C'est vraiment, vraiment comme ça. Puis ça pouvait-tu aller dans l'autre sens? C'est tout ça que tu avais peur? Est-ce que ça pouvait aller dans l'excès de je mange vraiment beaucoup? Il y en a beaucoup, c'est ça. Ouais. Toi, ça l'hyperphagie, en fait, là, c'est ce qu'on parle. Beaucoup de compulsion alimentaire, manger. Ils vont se faire vomir. Moi, c'est certain dans ma tête, j'ai mes habitudes de vie puis ça arrivera jamais. Mais j'avais peur, par contre, que tu viens que tu penses que chaque aliment est tellement néfaste. Là, tu vois les calories comme disproportionnées. Fait que tu penses que parce que tu vas manger ça, tu vas prendre du poids. Fait que pas dans l'excès en soi, pas en termes de quantité alimentaire, mais un aliment qui, dans la base, reste de base là, quand même. Là. Dans ma tête, ça allait me faire grossir. Mettons, je prends un exemple, mettons, des gâteaux, là, la boîte de petits gâteaux. Moi, mettons, en manger un, personne qui va. Ça arrive des fois qu'on mange ça. Faut pas que tu manges ça tous les jours, c'est certain. Ça veut pas dire que ça va paraître sa balance. Exactement. Là, mais dans ma tête, je mangeais ça, puis ça allait être 3-4 livres de plus. Là. Puis après ça, je me disais, si j'en mange un là, mon corps, si, mettons, il va peut-être en manger un autre. Puis après ça, je me disais, à chaque fois que j'en prenais un, ça allait être un échec. Tandis que si j'évitais ça là, je me disais, plus tard, je pourrais en prendre un, puis ça va être moins pire. Mais à chaque fois, je me disais ça. Fait que, plus tard, je pourrais. Plus tard, je pourrais. Fait qu'à chaque fois que j'évitais, pour moi, c'était une réussite. Puis je me gratifiais de ça. Là. J'écoutais des vidéos tantôt, puis c'est ça, ça disait que les personnes qui font de l'anorexie, ils ont un trait qui est très commun, c'est l'inhibition, la capacité à s'empêcher de faire quelque chose. Ça, c'est très fort. Ça le démontre. J'essaie de lâcher prise avec ça, mais ça reste que c'est ancré en moi. Là, je veux dire, si je voulais, je serais un petit bon. Après avoir vécu ce que j'ai vécu, ça serait un petit peu idiot. Puis en étant conscient de ça, avoir un recul, puis aller beaucoup mieux dans tous les sens du terme, ça serait un peu idiot. Mais je pense que si je voulais, avec la capacité d'inhibition que j'ai,
Mais ça serait idiot, mais je pourrais recommencer ça puis reperdre du poids. Mais je le ferai pas parce que je sais tout ce que ça m'a apporté. C'est des problèmes physiologiques. J'en parle un petit peu parce que je me suis préparé un petit PowerPoint éventuellement pour faire de la prévention auprès d'élèves du secondaire, entre autres. Puis j'ai une page, là, c'est vraiment juste ce que ça va amener sur moi, là. Puis j'ai même le goût d'aller la chercher, cette petite page-là, parce qu'il y a beaucoup de... C'est là que tu vois à quel point ça peut être dangereux, là. Tous les effets néfastes que ça a eu. Sur moi, puis je pense qu'il y a une vingtaine de... Mais tu sais, c'est vraiment... Ça peut aller physiologique, physique, bien sûr, psychologique, évidemment. Ça sera pas très long. Puis il y a aussi la fameuse perception altérée, là. Ouais. Quand tu te regardais dans le miroir, t'avais-tu ça? Est-ce que tu te voyais vraiment plus gros que t'étais ou bien c'était plus en fonction d'un chiffre sur la balance? En fait, le chiffre parle pour beaucoup. Puis, mettons, c'est certain, moi, je me souviens au début, je jouais encore au hockey dans une ligue d'été, en fait. Donc, ça devait être en l'été 2017. J'avais commencé à perdre du poids, puis dans la douche après, les gars, tu sais. Puis, pas les gars, ils passeront pas de commentaires sur ça parce que c'est des sujets que à la base, gars avec gars, on se parle très peu, là, je pense, de nos problèmes. Là. Ça, c'est un autre problème aussi. Mais non, j'avais eu des petits commentaires par rapport à... On commençait à voir mes os, en fait, à travers ma peau. Là, donc, on voyait mes os, surtout dans le dos. Donc, ça avait sonné des cloches chez certains de mes collègues, mes joueurs, mes amis, en fait. Puis, ils m'en avaient parlé, tu sais. Mais c'est toujours avec le « Ah, ça va dessus. » Puis... ça m'avait allumé une cloche quand même, mais moi, je la voyais pas. Tu sais, il voyait commencer à avoir mes os dans le dos, mais pour moi, tu sais, il me disait ça, puis étrangement, je suis tellement entré dans la maladie que pour moi, c'était bon, ça, des os dans le dos. C'était un bon signe parce que, ma perte de poids, ça va mieux que ça allait. Fait que, non, c'est ça. Puis, je me voyais dans le miroir, tu sais, moi, je me voyais encore tout le temps un petit peu trop gros, tandis que, tu sais, j'ai commencé à avoir les joues creuses. J'ai longtemps eu, pendant 2 ans, j'ai eu les joues très, très creuses. Puis je m'en rendais comme pas compte. Puis pour moi, tu te voyais pas énorme, mais tu te voyais tout le temps un petit peu plus que ce que t'étais. Là. Pour démontrer, j'en parlais avec ma blonde cette semaine. Puis on en parlait parce qu'elle est arrivée dans ma vie plus tard. À l'époque où très récemment, quand même, dans un mois, un moment où je vais très bien. Fait que c'est comme pas au courant de comme ce que j'ai vécu. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de personnes sont au courant de tout ce que j'ai vécu, j'en parle, mais tu sais, je veux pas en accéléré. Les tribunes sont limitées aussi, fait que j'essaie d'aller du tac au tac, mais j'en parlais, puis ça allait même, tu sais, au détriment de parce que là, je veux pas, je remange, fait que il y a des muscles qui se refont, puis juste ça, tu sais, c'est bizarre parce que je m'en souviens, là, je réussissais, j'étais beaucoup moins puissant. J'ai pesé 120 livres à un certain moment, ce qui est très, 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 très peu. Puis quant à moi, c'était pas assez. Si je pouvais descendre, j'aurais descendu encore. Puis là, je veux pas, tu sais, t'as des problèmes qui viennent avec ça. Puis tu dis, là, j'ai réalisé à un certain moment que c'était beaucoup trop mince, puis que beaucoup trop léger, puis éventuellement, ça serait l'hôpital, éventuellement, ça serait la mort, parce que tu veux pas, c'est le corps est pas fait pour, surtout le mien, il est pas fait pour peser 120 livres. T'as un poids de forme qui est 75% déterminé par ta génétique. Si je regarde mes parents, c'est impossible, c'est impensable de peser 120 livres. Je l'ai fait, mais au détriment de ma santé. Puis pour illustrer ce que je parlais avec ma blonde, c'est que physiquement, je m'en souviens, j'étais beaucoup moins fort physiquement. Puis aller faire l'épicerie, amener un sac d'épicerie durant cet été aussi, j'ai pesé 120 livres cet été. Donc c'est pas mon rétablissement il est quand même récent. Puis je pesais 120 livres, puis le sac d'épicerie était dur à lever. Puis pour moi, que le sac soit dur à lever, c'était bon. C'était un bon signe parce que je me disais, j'ai pas pris de poids, tu sais, j'ai pas. C'est sûr que si je suis faible pour lever mon sac d'épicerie, c'est parce que j'ai pas pris de poids, puis c'est parce que je suis léger. Dans ma tête, c'est fou, hein? Tandis que c'est vraiment, vraiment négatif de pas être capable. Tu sais, c'est des habitudes, c'est des affaires la vie quotidienne, ça, là. C'est des. Je veux dire, lever un sac d'épicerie. Pas capable de faire ça. C'est quasiment rendu là d'être capable de s'occuper de soi-même puis d'être autonome. Exactement. Là, l'autonomie, tu sais, c'est ça. C'est les aînés. On parle de ça avec les aînés. Moi, je viens d'avoir 24 ans. Puis c'était ça, là. Puis moi, pas capable de lever le sac d'épicerie. Wow. Yes, tu sais. Toi, t'es content. Tu l'amènes le sac d'épicerie, mais tu sais, tu te dis, bon, je suis pas capable de l'amener. Il faut que je force, mais tu sais, c'est pas facile. Fait que là, tu te dis, bon. Là, je le prends un sac d'épicerie à cette heure, tu sais, je veux dire, j'ai pris du poids dans tous les sens du terme, tu sais, je veux dire, je suis rendu avec des joues. C'était plus dans mon vocabulaire, les joues. Mais
sais, je le prends à cette heure, c'est facile, mais pour moi, là, à cette heure, je suis content que ça soit tu facile. Le vois, là, tu vois la différence là, en ce moment. Parce que quand t'es dans la maladie, c'est dire à quel point c'est malsain. Ouais. Là, j'ai ici, trouble du comportement. Mes complications à moi, donc beaucoup de fatigue, évidemment. Le système, il y a beaucoup moins de carburant, donc tu tombes plus fatigué. C'est étrange, par exemple, parce que j'ai quand même été drastique. Au début, c'est vrai, t'es très, très fatigué, t'as très faim parce que tu passes de je sais pas combien de calories, en haut de 2000 calories certainement, par jour par moment, là, je sais pas si j'en ingérais 500. Là. Ah ouais. Tu te rends compte que le corps humain est quand même puissant parce qu'il a quand même réussi à fonctionner, il s'est adapté très rapidement. Mm-hmm. Mais au début, c'est certain de la fatigue. Il s'adapte, mais c'est ça sûrement qui... c'est ça, un moment donné, il déraille, là, par exemple. Là. Il y a un certain temps qu'il réussit à gérer ça, mais éventuellement, c'est certain. Fait que là, le cerveau, à la base, le cerveau, ça va avoir 120 grammes de sucre de glucides par jour pour fonctionner. Je suis donné pour ça. Fait que lui, il va aller chercher ça ailleurs. Mais là, tu m'amènes une question. Là. Ouais. Les ketos, par exemple. Le régime keto, là, ça, c'est pas de glucides, par exemple? Ouais, le corps s'ajuste, ça? Ouais, des corps cétoniques qui sont créés par le corps, puis le cerveau s'alimente de ça, là, mais je suis pas expert non plus, je veux pas m'avancer trop. Mais clairement, on en parlera des régimes, mais c'est clairement pas prisé. D'ailleurs, ça a fait son temps, je pense, ça commence à être révolu, puis il commence à être pointé du doigt, celui-là, le cétogène, comme tous les autres régimes d'ailleurs. Ouais, dès le départ, il y avait quand même des critiques. Ouais, des critiques. Moi, en tout cas, j'ai un peu de la misère. Mm-hmm. Je pense que je vois que chez des personnes, ça a certains effets. En fait, c'est prouvé que ça marche. C'est certain que ça marche sur du très court terme. Ça reste un régime. Ça reste un régime, puis le régime, souvent, ça rime pas, mais ça rime avec yo-yo. Ouais. Puis... ça rime avec... un moment donné, tu vas être tanné, puis tu vas retourner à ton... Tu vas avoir une grosse compulsion. La privation mène à la compulsion, puis ça, je l'ai appris avec heureusement, j'ai pris ma compulsion, j'ai réussi à la mettre ailleurs que sur la nourriture, puis mais ça, tôt ou tard, ça vient, c'est certain. Mm-hmm. Donc, j'ai ça ici, la fatigue, c'est certain que moi, je suis fatigué. L'insomnie, parce que ton système est déréglé, il y a des nuits que je dormais plus, là, je veux dire... Fatigue et insomnie ensemble. Ouais, ben ça s'alimente. C'est ça, c'est une roue. Le système, là, mon système digestif, constipation, je m'en souviens, là, je consultais pour ça d'ailleurs, j'étais à 5-6 jours sans avoir de sel. C'est quand même, parfois une semaine, là, c'était quand même spécial. Ouais. Bradycardie, moi, mon cœur, c'est ça. Tu sais, les athlètes, on voit que le cœur bat plus lentement. Ouais. Là, je courais vite, mais là, ça n'a plus rapport avec courir vite et être en forme. Là, c'est parce que j'étais en forme, je cours rapidement. Puis, mais c'était pas ça, c'était vraiment le cœur sous-alimenté. OK. Donc, fait mon cœur, toi aussi, il bat. J'ai fait des halters, on appelle ça des halters en anglais. Ils mettent ça sur toi pendant 24 heures, puis ils calculent. Puis, je m'en souviens, étrangement, ça fait un petit bout, je l'ai pas fait, là. Mais je m'en souviens, la nuit, mon cœur pouvait descendre jusqu'à 29 battements par minute. Oh, OK. Puis dans le jour au repos, 31-32. Ah ouais, OK. Ouais. Puis tu sais, il est encore très très bas. Là. Je m'en souviens, à l'université, juste à la dernière session, à l'automne, on avait un cours où il fallait courir un petit peu. Puis j'étais en milieu de c'était un 8 km, j'étais mon 8 km, puis il me semble que j'étais à 70-75. OK. Tandis que quand tu calcules, c'est 220 moins ton âge, fréquence cardiaque maximale. Donc moi, ça serait 196, mais je serais jamais là. Mon corps va se tanner avant que mon cœur se rende là. J'avais mal dans les jambes après avoir fait 8 km. Okay. C'est pas mon cœur. Moi, je parlais après. Il y en a beaucoup dans ma cohorte qui arrivaient et qui étaient fiers de parler, qui étaient plein de sueur. Moi, j'avais quasiment pas de sueur, puis je parlais. Là, c'est comme on se parle là. Après avoir fait 8 km. J'imagine, 70-80. C'est spécial. C'est très spécial. C'est comme marcher là, pour la plupart des gens. Là. Mais tu sais, j'en parle, puis ça a l'air cool. Là, mais c'est parce que tu sais que derrière ça, il y a une grosse maladie aussi. Là. Ouais. Fait qu'il n'y a rien de cool dans ça. Non, effectivement. La concentration est difficile à l'école. Je réussissais, mais c'était quand même plus difficile. Perte de sentiment de satiété, c'est beaucoup ça là, aussi. Là. Parce que ça vient alimenter... C'est bizarre de prendre ce vocabulaire-là, mais ça vient alimenter le trouble alimentaire. Parce que tu sais plus quand t'as faim, en fait. Tu sais plus... tes signaux sont plus là. Avant, je marchais avec ça, les signaux. J'avais faim, je mangeais. Je m'en faisais pas qu'est-ce que je mangeais. Là, j'ai-tu faim, j'ai-tu pas faim? Puis là, tu remets toujours tu penses, tu sais au fond de toi, au début, là, que t'as faim, mais tu remets ça en question. Je suis pas si faim que ça, on va attendre. Puis là, à un moment donné, tu vois que le système, tu sais plus tes signaux. Tu sais pas quand t'as faim. Puis l'autre affaire, c'est que tu sais pas quand t'as plus faim aussi. Là. Fait que tu manges, mais t'as plus de signaux du tout. Fait que est-ce que j'ai assez mangé? Fait que là, c'est là que ça rentre la gestion de l'assiette aussi. Là. C'est beaucoup à propos de ça. Fait que tu sais pas trop, fait que t'arrêtes. Là, tu t'arrêtes après une assiette, tu dis bon, c'est une assiette. Puis là, tu dis bon. Fait que là, logiquement, mon assiette, je l'ai ici.
faut qu'elle prenne, tu sais, faut qu'elle soit le moins calorique possible. Fait que tu mets beaucoup de légumes dedans. Après ça, tu mets d'autres choses, mais la base, c'est des légumes. Après ça, c'est certain que tu mets d'autres choses parce que tu n'arrives pas. Mais, fait que là, tu manges ton assiette, puis tu sais, les légumes, c'est pas ce qui va donner le plus d'énergie, mais c'est quand même bourratif. Fait que ça fait que bon, tu as moins faim pour un bout parce que tu as quand même beaucoup de légumes, un petit peu de protéines. Puis, dépendamment de mes phases de montagne russe, si je suis en haut, si je suis en bas, je vais mettre un petit peu de glucides ou pas. Mais ça dépendait vraiment, ça aussi. Puis, les problèmes physiologiques, il y a d'autres, là, pour rapport aux hommes, là, par moment, j'ai pensé que je flirtais avec l'infertilité, là, probablement, parce que j'ai eu des problèmes à ce niveau-là. Érectile, entre autres, ça venait avec, parce que on les use pas dans les. Ça me fait un peu de peine de voir ça, parce qu'on parle souvent t'as des fiches, puis là, qu'est-ce qui va arriver, mettons, les effets secondaires, les symptômes, les effets secondaires du trouble alimentaire, ça va être perte de menstruation. C'est quoi l'équivalent chez l'homme? Perte d'érection, puis... Mais juste pas. Là. C'est exactement. Fait que là, c'est pendant de longs mois quand même. C'est vrai que perte de menstruation, là, tu me dis ça, j'ai entendu ça souvent. Exactement, mais tu verras jamais l'équivalent masculin parce qu'il n'en parle pas, parce que c'est très très rare. Mais c'est ça, je l'ai vécu. Puis à un certain moment, tu te dis, ben là, c'est quoi, je vais-tu passer à côté, je pense que c'est une phase de la vie, avoir des enfants, je vais-tu être privé de ça à cause d'un trouble alimentaire, puis tu te remets en question, puis tout ça, ça fait son bout de chemin tranquillement, au fil des rencontres, des thérapies, avec le Loricard, entre autres, qui m'a beaucoup aidé. Ça fait qu'à un certain moment, tu réussis à prendre le recul que ça prend, mais ça peut être très long, je pense. Là. Ça ressemblait à quoi comme thérapie? C'était quand même des approches qui sont... Ça dépend, je pense qu'il y a eu beaucoup c'est différent. Là, de rencontre en rencontre, ils ont un processus qui est différent. On a été... ils t'amènent beaucoup à travailler sur la pleine conscience, donc être conscient que tu es là en ce moment, pas penser à prendre conscience. Comme là, on ça, c'est pour gérer beaucoup les pensées, j'imagine. Exactement. Fait donc là, ça serait besoin de prendre conscience qu'en ce moment, je fais un podcast, pas penser à ce que je vais manger après, ce que je vais faire après, vraiment se concentrer sur l'instant présent. Puis souvent, quand il y a une pensée qui apparaît, t'en prends conscience, puis là, tu retournes à ce que tu fais dans le moment. Exactement. Tout le temps, puis c'est autant, mettons, aussi quand tu manges. On l'a travaillé aussi, j'ai des... Ils appellent ça les 7 fins à expérimenter, en fait. Donc, prendre ton repas, puis tu sais, pas prendre en pleine conscience. Ça veut dire pas de manger debout, distrait en regardant Sport 30 le matin. Là. C'est tu t'installes, tu prends ton repas, tu le dégustes tranquillement, c'est poussé à l'extrême quand même, parce que dans la vie de tous les jours, il y a des... c'est un petit peu, entre ce qu'ils t'apprennent, ce qu'ils te disent, puis la réalité, il y a quand même un certain décalage parce que on n'a pas tout le temps le temps de sentir son repas, le regarder, goûter bouchée par bouchée, mâcher. Quand tu as le temps de le faire, c'est merveilleux, mais c'est pas tout le temps ça. Ouais, puis j'imagine qu'ils voulaient que tu fasses ça. Au départ, ça doit être important de le faire. Ouais, exact. Mais de façon progressive, peut-être. C'est vraiment, tu sais, ils disent quand tu as la chance de le faire, tu le fais, puis c'est ça que j'ai fait, tu sais. L'avantage que j'avais, c'est que moi, j'étais seul dans mon 1,5 à Trois-Rivières la semaine. C'est là que je faisais ça quand même. Là, j'ai réussi à le faire, puis ça m'a quand même aidé, c'est certain. Puis au-delà de ça, il y avait des carnets de suivi à remplir, comment je me sentais, comment je me percevais, ma journée, comment ça avait été. Genre de journal. Ouais, exactement. Puis c'est le suivi qui se faisait avec ça après, avec les intervenants. Donc on regardait mon carnet, qu'est-ce qui a bien été, c'est quoi ta réussite depuis une dernière rencontre. On fixait des objectifs à court terme, avec un suivi régulier et rigoureux. Okay. C'était quand même très intéressant pour ça. Là. Je pense que ça peut... c'est une belle ressource. Puis c'était à Trois-Rivières. J'avais pas le choix d'y accéder parce que c'était à Trois-Rivières. C'était à mon université. Je demeure à côté. J'y allais à pied. Puis non, je pense que je le remercierai jamais assez parce que ça a fait son bout de chemin, ça, quand même. Là, on a parlé un peu tantôt du rôle des réseaux sociaux, des commentaires positifs qui ont fait que... Peut-être même qui a été l'élément déclencheur, en fait. Là. Puis je me souviien... V'là quelques semaines, quelques mois, tu avais posté une photo, puis il y a quelqu'un qui avait commenté ton apparence, en tout cas, c'était pas un gros commentaire, mais t'avais répondu à cette personne-là, puis t'avais dit, moi, je commenterai plus jamais. Je m'en souviens. Le poids je m'en souviens, mais... C'était raide, mais en même temps, c'était bien. Hein? Ouais, je m'en souviens. C'était bien. C'est ça que j'avais été sec. En plus, c'est quelqu'un qui devait être proche de moi, là, parce que quelqu'un qui commente pour mon apparence, c'était pas... OK, ouais, ça vient de me revenir. Là. Ouais. Je vais taire le nom, mais ouais. Puis c'était pas pour mal faire. Ben non, justement, j'imagine que tu veux maintenant
propager ça, tu veux... Puis ça avait été mal interprété. Je sais pas si tu avais suivi un petit peu. Non, j'ai pas suivi après. Parce que c'est ça, elle avait commenté, elle, parce que c'est... Puis elle avait commenté c'était mon apparence, en fait, qui avait changé beaucoup. Tu sais, j'avais des joues, je te l'ai dit, puis là... Puis j'avais mis une photo, puis oui, c'est vrai... ça a été aussi j'en reparlerai, mais ça a été quand même une acceptation à faire, puis un deuil aussi un peu. Mais j'avais mis cette photo-là, puis il y avait eu un commentaire, je ne sais pas par cœur, puis j'avais dit, moi, c'est certain que plus jamais je vais commenter par rapport à ça. Puis elle s'était excusée, puis finalement, c'était correct, mais c'est ça. Puis tu te rends compte, c'est un petit commentaire, quelque chose, mais là, j'ai pas fait la même erreur que j'avais fait l'autre fois. Là, j'avais été capable de relativiser ça, puis de comprendre que c'est un commentaire, puis faut pas s'enfler la tête avec ça, faut pas partir en peur. Souvent, c'est fait à la va-vite, là, je sais pas moi, en attendant son rendez-vous chez le docteur, va sur Facebook, un petit commentaire, puis c'est ça. Fait que faut vraiment pas que tu t'en... Même, tu sais, c'est un commentaire positif, fait que la personne, l'intention est bonne, mais toi, t'as vu l'effet négatif que ça peut avoir, même des bons commentaires. Exactement. Hein. Puis ça, je me souviens bien, c'est une des premières photos où je m'affichais avec mon nouveau look, mon look retrouvé en fait de quelqu'un qui a un poids, qui a de l'allure, là, un bon poids, là, c'est pas ce que j'ai été cet été. Puis ça avait été un deuil quand même de la publier, parce que de l'accepter aussi. Si je me voyais sur des photos que je me prenais de moi-même, ou je sais pas, c'est au camp de jour. Au camp de jour, non, c'est pas vrai. L'exemple est pas bon, parce que cet été, c'est là que je pesais 120 livres, mais peu après, des réunions familiales, on prend des photos, puis là, je vois que, je veux pas, mon visage change, je suis plus large, je prends des... Puis ça a été la première fois que je l'ai publié. Il y en a eu qui ont passé par ma mère, par ma famille, qui ont publié de ses enfants, de ma soeur qui met une photo avec son frère, donc je suis là. Mais de moi-même que je l'ai publié, de l'accepter puis de le mettre, ça a été quand même un petit deuil, parce que j'ai travaillé. Tu sais, tu te dis, ben là, j'ai travaillé quand même 3 ans, puis je suis revenu à ma case départ, tu sais. Puis tu le recul, parce que je l'ai publié, c'est de l'avoir accepté, puis le mettre sur Facebook, puis le dire bon, fait que ça c'est moi maintenant, puis faites plus saut, parce que là je suis rétabli, puis c'est ça. Fait que en même temps, c'est une grande fierté de le publier, mais c'est quand même une acceptation puis un deuil à faire de ce que j'avais été avant. Mais qu'est-ce que tu veux dire, revenir à la case départ? Pas 240 livres, mais tu sais, que revenir à la case départ, tu sais, où ce que mon poids m'importait peu, c'est encore ça, puis c'est une belle... Je me suis battu longtemps pour que ça arrive. Mais tu sais, tout avoir perdu ce poids-là pour finalement pas leur prendre tout, mais en reprendre une bonne partie. En reprendre un peu, ouais. Puis c'est correct, c'est très correct, mais ça reste quand même que c'est pas été facile de l'accepter. Mais il y a un côté de moi, tu sais, c'est encore un dilemme intérieur, parce qu'il y a un côté de moi qui se dit faut que ça arrive, parce que comme je te dis, c'était à l'hôpital, c'était peut-être la mort. Il y en a qui, malheureusement, c'est quand même la maladie mentale la plus mortelle là, qui existe en ce moment. Puis fait que c'est ça, tout ça, ça jouait dans ma tête. Mais t'avais l'autre côté qui disait, ouais, mais là, tu sais, t'as travaillé fort, tu sais, tous les kilomètres que t'as parcouru en courant, tous les sacrifices, les soirées que t'as manqué, mais c'est ça, c'est à double tranchant, parce que tu les as manqués, t'as fait des sacrifices pour arriver là. Mais en même temps, tu te dis, ouais, je les ai manqués, mais vas-tu encore les manquer 5 ans, ces soirées-là? Vas-tu passer à côté de ma jeunesse comme ça, puis de ma vie d'adulte aussi qui s'en vient, parce qu'il y a des potes, je veux dire, tu restes lucide, puis tu te dis, la vie avance, j'ai 24 ans, puis vas-tu passer encore 4 ans de même à tout esquiver ce qui peut être beau pour finalement arriver au bout de la ligne, puis juste pouvoir me peser, puis dire que je suis maigre, puis que ça va être juste moi que ça va allumer, parce que les autres vont carrément, tu t'en rends compte, puis les autres s'en foutent là, carrément là. Non, c'est ça. Il y a comme, on dirait qu'il y a comme pas de, tu sais, au départ, perdre du poids, c'était vraiment en fait, la plupart du monde perd du poids, c'est souvent pour la santé, mais là, c'est comme ça devient tellement problématique que t'es plus en santé, mais dans l'autre extrême, t'es tellement maigre que t'es plus en santé. Puis parce qu'on en revient encore. C'est dur quand même de quitter ça. Exactement, c'est dur. Même si c'est malsain, même si c'est... Parce que t'es tellement ancré dans ta routine malsaine, justement, t'es tellement ancré dans tes habitudes. L'anorexie vient, les troubles alimentaires viennent avec des... je suis un petit peu des tocs, là. J'ai des troubles obsessionnels compulsifs quand même qui viennent avec ça. T'sais, mon assiette fallait qu'elle soit quasiment coupée à moitié avec les légumes d'un côté, puis si ça se touchait, puis tu vois le genre un petit peu là. Ouais. Puis si ma routine alimentaire qui était prévue, le dimanche, moi, je ne demande pas ce que je faisais le dimanche, je préparais ma semaine, là. Mais pas ma semaine de... un souci de perfection, on dirait. Très perfectionniste. Beaucoup de perfectionnisme. Puis demande-moi pas ce que je faisais le dimanche. Ben, je faisais pas juste ça, mais entre autres, c'est que je faisais ta bouffe. Puis... faire ma bouffe peut-être à un certain moment, mais sinon, c'était
planifier ce que j'allais manger. Tu sais, il y en a qui planifient leur semaine, qu'est-ce qu'ils vont faire. Moi, c'est qu'est-ce que je vais manger là, toute la semaine, c'est planifié le matin, tout ça. Puis j'arrivais, mettons, puis quand il y a des imprévus dans la vie, là. Puis ça arrivait des fois que ça marchait pas avec moi. Ben là, ça m'amenait, là, je filais pas bien. Ouais, ça, c'est encore là une perte de contrôle. Quant à moi, tout ce qui est perte de contrôle, là, ça vient... Le dîner, j'avais prévu qu'entre mes deux cours, par exemple, j'allais avoir le temps d'aller chez moi, me faire ma sandwich. Puis ma sandwich pain brun, la manger avec des légumes, mais là, il arrive de quoi? Travail d'équipe, je sais pas, tu sais. Puis là, mon Dieu, je peux pas. Même chose au niveau de l'entraînement. Moi, j'ai prévu quand mon cours avant mon cours à 8h à 8h30, tu sais, à 7h30, je vais aller au CAPS, je vais aller faire ma course, mon 5-6 km le matin pour faire ma journée, puis mon entraînement va être fait, puis ça va être fait pour la journée. Mais là, je reçois un texto le soir, la veille. On a un oral, il faudrait arriver à 7h45. Je dis, ouais. Là, ma journée est remplie. Après, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner. Là, c'est arrivé des fois que j'ai menti. Là. Je peux pas. Moi, j'ai de quoi d'autre. J'ai de quoi d'important. J'ai un rendez-vous. Avais-tu un rendez-vous, tu penses? T'avais pas de rendez-vous. Si tu mentais pour finalement pouvoir t'entraîner parce que sinon, ma journée n'était pas pareille, là. Parce que je vivais avec la culpabilité de ne pas avoir été m'entraîner, puis je savais que le soir, je pourrais pas y aller. Mais tu sais, c'est juste un exemple, mais souvent, c'était ça qui arrivait. Ça joue dans la tête, là. C'est vraiment ça, c'est de la culpabilité. Là, tu te mets à vouloir peut-être rattraper après exactement. Ça. Là, j'ai manqué un entraînement. Là, j'ai manqué... j'ai mal mangé ou bien j'ai pas mangé ce que j'aurais dû. Cette journée-là, mettons, t'as pas été entraîné le matin, là, tu viens encore plus à cheval sur qu'est-ce que tu vas manger, puis tu veux couper un petit peu là. Là, tu te dis, là, je me suis pas entraîné aujourd'hui, correct. À un certain moment, tu l'acceptes. Tu te dis, bon, c'est correct, j'ai pas été m'entraîner aujourd'hui. Mais demain, par exemple, watch-moi, parce que j'en fais pas 5 km, m'en faire 12. Mais c'est un peu comme. C'est à l'extrême de, mettons, moi, ou ce que beaucoup vont faire, c'est comme, là, j'ai prévu un entraînement cette semaine, là, je suis pas allé, je vais essayer d'y aller 2 fois la semaine prochaine. Mais là, c'est ça, mais à l'extrême. Ouais. Là, je vais y aller comme, j'ai pas été aujourd'hui. Moi, y aller demain, au lieu de faire 5 km, m'en faire 11-12. C'est la game, elle joue là. Puis s'il faut, je retournerai le soir parce que j'ai pas été aujourd'hui. Puis j'ai plus mangé parce que dans ma tête, j'ai plus mangé, mais j'ai pas plus mangé, mais je me suis pas entraîné. C'est vraiment, vraiment très, très malsain. Pour en revenir à l'IMC, tu disais dans l'autre extrême, là. Puis c'est juste parce que le Ricard, en fait, moi, c'est mon achat, j'avais acheté une balance toute mon année 2017, je me suis pesé exactement 2017, je me suis pesé par ma mise en forme. À la fin de 2017, j'ai plus de balance, je l'ai brisé en fait, je l'ai jeté, je l'ai cassé étant vite. Là. Je l'avais acheté en janvier 2000, j'avais chez Canadian Tire, juste ici pas loin. Là. J'avais été acheter ça, c'est mon gros achat de janvier, une balance, tout content. J'avais acheté ça en spécial, elle était super belle. Tu l'as-tu défoulé un peu? Ouais, tu l'as détruit. Fracassé, détruite. J'ai payé à traite, mais elle me l'a payé aussi pendant un an. Fait qu'elle méritait ça. Mais c'est ça, comme je te dis, la balance c'était 4-5 fois par jour là, avant d'aller aux toilettes, après avoir été aux toilettes. Tu sais, puis j'ai pas peur de le dire, là, je le dis dans un de mes textes, je vais leur dire ici aussi. T'sais, des fois, c'était à l'époque où j'avais pas de problème physiologique, c'était avant de me masturber, après de me masturber. Je pensais que j'allais perdre, moi, un livre. C'est fou, là. C'est complètement fou. C'est vrai, t'es dans le trouble, tu vois rien d'autre. T'es obnubilé par ça, tu vois rien d'autre. Puis juste le chiffre qui est important. C'est le chiffre. Puis exactement. Puis là, après 2017, quand j'ai jeté la balance, à partir de ce moment-là, je me suis pesé. Le Ricard, évidemment, parce qu'il faut qu'ils fassent le suivi de leurs patients, c'est correct aussi. Il fallait qu'ils me pèsent, me pesaient à l'aveugle. Donc, je m'embarquais sa balance, mais je me tournais à l'envers. Puis l'intervenante écrivait le chiffre sur son papier. Moi, je ne l'avais pas. Par contre, ils font un suivi avec ils creusent un petit peu pour savoir d'où vient le trouble, tu sais, tes relations au niveau social, comment ça se passe, puis ton alimentation, tes projets, puis ils te font un beau tableau synthèse de tout ça. Puis au bas du tableau, il y a pas ton poids, il y a ton nom, ton âge, si je me trompe pas, ton sexe, puis ton IMC qui apparaît. OK. Puis à un certain moment, elle est à 14.2. 14.2, OK. Ouais. Ça, je connais pas totalement ça, mais c'est très très bas. Puis je veux pas, tu sais, moi je vois ça, tu sais, je veux pas voir le chiffre, mais c'est 14.2. Tu vas sur Internet, tu fais conversion, là j'avais mon chiffre, là, ça me donnait en bas de 120, là ça a été un signal d'alerte. Puis là j'étais embarqué sur la balance, je me suis dit bon, ça fait quand même, cet été je suis allé, puis j'étais à 119, je me trompe pas, puis 118, puis tu sais que plus tu t'en vas vers là, plus tu t'en vas vers l'hôpital, puis
Là, tu dis, t'es sur la balance, puis tu peux te poids sur ton pied parce que tu veux qu'elle passe au bout du 120, fait que t'as monté à 121, je me promenais, ma balance dans l'aiguille comme ça. Ouais. Mais, tu sais, je me mentais à moi-même, puis j'étais à 118, tu sais, puis... Ça a été un bon 2 ans et demi, quand même, là. Ouais, de haut et de bas. Puis là, depuis ce temps-là, depuis le 118, depuis cette pesée-là, je m'en souviens encore, je travaillais au camp de jour, j'étais revenu, j'avais annoncé ça à mes collègues qui m'ont soutenu, mais tu sais, j'étais démoli, là, moi, de peser ça en bas de 120 livres, là, tu sais, puis je sais pas pourquoi, ça a été, fallu que, j'ai sûrement fait une couple de mois de même, là, avant de m'en rendre compte, mais là, voir le chiffre qui m'a été alerté par mon IMC, ça m'a mis les choses en perspective un peu, puis ça a été... Démoli dans quel sens? Dans le sens... étrangement, c'est comme si, non... C'était pas assez? Non. C'était trop? Non, il y a vraiment signaux d'alerte. Genre, allume parce que là, ça va. La fin approche. Là. Ouais, fait que là, c'était partir dans l'autre sens. Okay. Puis là, ça n'a pas été facile, là, puis je me souviens pas trop comment le processus. Mais de fil en aiguille comme ça, on commence à avoir la lumière, à dire bon, là, faut que je prenne un petit peu de poids, puis un petit peu. Mais je me pesais pas, là. Mm-hmm. Puis ça, c'est peut-être l'avantage aussi. Si je m'étais pesé, puis voir ça monter, peut-être que plus je me pèse plus. Je sais pas combien je pèse en ce moment, puis je veux même pas le savoir. Est-ce que tu te basais sur l'image dans le miroir ou ben même t'essayais en ce moment pour vrai là, je me regarde dans le miroir puis tu sais j'ai pris du poids puis c'est pas juste du muscle puis je sais très bien Dieu merci il y en a du muscle, mon sac d'épicerie je peux le lever plus, mais c'est pas juste du muscle puis sérieusement j'en ai rien à foutre là. Puis t'auras beau me dire que j'ai pris du poids puis regarde tant mieux puis je suis juste heureux de ça, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Puis au début tu sais je prends du poids petit à petit, je me permets plus de trucs puis tu sais ça vient tout ensemble, tu te permets plus de choses, fait que tu te permets des activités avec tes amis, tes collègues. Puis après ça, tu sais, veux pas le poids, viens avec parce que tu vas aller là, tu vas prendre une bière ou deux. Puis là, tranquillement, tu prends goût à ça parce que c'est des affaires que tu t'es privé pendant 2 ans et demi, fait que tu y prends goût, fait que tu y vas plus souvent. Fait que quand tu y vas, tu te prives moins, puis de fil en aiguille, et après ça, une fois parce que j'avais toutes ces activités-là qui étaient connexes, que quand j'y allais, je me privais pas, mais quand je revenais chez moi, par exemple, je me privais. Mais à un certain moment, tout était sur la même longueur d'onde, puis j'étais capable de m'en permettre autant seul qu'avec des gens. Puis je pense que je suis dans cette phase-là. Puis étrangement, c'est dans cette phase-là aussi qu'il y a d'autres projets qui sont arrivés, comme avec Olivier Chiasson, le prof nomade. Là, ça a été comme un petit coup de plus pour me dire, bon, si je veux m'investir là-dedans, c'est l'énergie que je mettais, il va falloir que je la mette ailleurs. Si je veux vraiment m'investir dans un projet comme celui-là, comme dans mon autre livre aussi, il va falloir que je mette l'énergie aux bonnes places. Ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que c'est vraiment un processus, puis d'y aller un petit pas à la fois. Là, exactement. Puis je pense que ça te prend quelque chose qui va te pousser aussi à aller jusqu'au bout, parce que ça, j'en parlais aussi avec... moi, Stéphane, qui travaille j'ai fait un beau projet de maîtrise sur le voyage qui aide à combattre les troubles alimentaires, en fait. Les Françaises qui sont venues, là, je sais pas si tu as vu, j'ai fait un texte aux zones campus. J'ai vu ça passer, j'ai pas lu, mais j'ai vu ça passer. C'est très, très inspirant. En fait, elle a fait venir 5 anorexiques de France qui sont venus ici pour une semaine, en fait, au Québec. Un voyage qu'elle a organisé en lien avec la Croix-Rouge en France. Donc, ils ont amené un psychiatre puis une infirmière avec eux. OK. Gros projet quand même. Avec elle, oui, c'est très grand envergure, beaucoup de travail. Les gens ne croyaient pas vraiment à elle au début. Elle a prouvé qu'elle était capable de le faire. Puis elle a des ambitions pour amener ça au doctorat, puis plus haut éventuellement peut-être. Puis elle veut qu'on pour un projet de maîtrise en plus, c'est inspirant. Moi, ça m'a tellement allumé. J'ai été passer une journée avec les Françaises d'ailleurs, le lundi qu'elles étaient là. Puis pour vrai, c'est très inspirant. Puis on s'est rencontrés là, parce qu'on veut peut-être... elle veut continuer ça, puis elle m'a dit de l'aider puis de participer éventuellement là, dans la prochaine année pour la suite. Puis je suis très très emballé par ça, mais on en discutait puis c'est ça que je lui disais, tu sais, moi c'est un projet qui serait intéressant de mener aussi, c'est par rapport à il y a différentes recherches qui peuvent se faire sur les troubles alimentaires, mais sur la part d'un partenaire amoureux en voie de guérison, la part que ça peut amener. Parce que moi, comme que je disais, je pense que fallait que quelqu'un me sorte de ma zone de confort. Puis parce que tu étais tout le temps dans tes habitudes, tout le temps attiré là-dedans, fait que tu as le contrôle, tu as beaucoup de contrôle. Là, j'étais peut-être à 80% du rétablissement. Je sentais que ça s'en venait, mais j'étais pas assez mûr pour dire que je l'étais. Mais là, c'est ça qui s'est arrivé en décembre. Là, j'ai rencontré ma blonde, en fait.
Puis ça a été, j'en parlais avec les labs, c'est peut-être ça qui m'a permis 80% à 100%, là, c'est peut-être ça qui m'a amené à dire, bon, ben là, c'est plus entre mes mains à moi, c'est parce que là, si tu veux t'investir dans une relation en couple, faut quand même que tu sois capable d'être ouvert, puis tu sais, tu pourras pas fouiller les sorties, tu pourras pas, tu sais, quand tu vas... Pas trop rigide, faut que tu fasses des compromis. Exactement, des fois, tu fasses des compromis, puis partager ta vie avec quelqu'un, ça fait que t'as plus le contrôle de ta vie, parce que étant de tes mains à toi, c'est certain, t'as beaucoup de contrôle. Souvent, on fait de la bouffe ensemble. Exactement, on fait de la bouffe ensemble, fait que là, faut que tu manges la bouffe que tu voyons. Puis tu sortir au restaurant, j'ai jamais été autant au restaurant dans un mois, là, ça vient avec, là, puis c'est pas une mauvaise chose, là. Puis pour elle, c'est super cool, puis j'ai accepté quand même de mettre ça entre ses mains à elle, puis faire des compromis, puis être capable de... Puis j'y ai dit, ça a été un des mes premières fois que j'ai dit, première chose que j'ai dit, c'est que je veux que tu me mettes c'est une sorte de ma zone de confort, là, parce que c'est ça qui va m'aider à aller à me pousser plus loin, puis à m'émanciper dans ça, puis à aller jusqu'au bout de mon trouble alimentaire, puis pouvoir me guérir. Puis je pense que c'est ça qui est en train d'arriver. Puis ça prenait quelqu'un aussi de très, très conciliante, capable de comprendre aussi, parce que c'est encore ça quand même, c'est beaucoup des bas très, très momentanés, puis... Ben, ça prend quelqu'un de compréhensif aussi, puis exactement. J'imagine qu'il faut pas qu'elle aille trop vite non plus, sortir de ta zone de confort, mais j'imagine qu'il faut que ça soit fait de façon progressive aussi. Exactement, puis tu sais, tout le temps à l'écoute, tu es capable de me demander si ça te va-tu, ça te va-tu pas, mais là, étrangement, tu sais, je suis pas loin d'être à 100%, fait que tout me convient maintenant, mais au début, c'était plus faire attention, puis là, elle m'a assez sorti de ma zone de confort, puis pas te sentir poussé, là. Exactement, non, c'est l'autre côté. Grosse différence, j'imagine. Ouais. Parce que c'est un sport aussi, c'est un sport moral qui vient avec ça aussi, mais le fait de sortir de ta zone de confort. Fait que j'en parlais avec les labs, puis je disais ça pourrait être intéressant de voir ça. Quelqu'un qui est, parce que je pense que ça va avoir un impact très très positif. Dans mon cas, ça a été ça, en tout cas, là, c'est certain. Puis c'est certain que chez d'autres, ça peut être la même chose. Sur un autre projet de maîtrise, j'ai dit, si tu veux faire une autre maîtrise, lance-toi là-dedans. Ben, puis je pense qu'il y a beaucoup de recherches à faire là-dedans, parce que c'est encore une problématique qui est mal comprise au niveau de d'où ça vient, c'est quoi les causes, c'est quoi les... Parce que moi, tu sais, j'ai passé quand même 2 ans et demi à creuser avec le Ricard au fil de rencontres, au fil de discussions. Puis on commence à avoir des petites choses qui apparaissent, là, des traits de personnalité des fois qui sont plus fréquents, mais c'est pas encore puis même, pas encore clair. Non, c'est ça. Moi, tu me demandes de cibler une cause. C'est impossible que je cible juste une cause. Je sais que c'est plein de petits facteurs qui ont fait ensemble que ça a fait ça. Mais je peux pas te dire en ce moment c'est quoi qui a causé ça. Puis je cherche encore. Là, mais en même temps, je cherche encore, mais je veux pas dépasser d'énergie à ça. Puis c'est du passé. Je suis passé par ça. Puis ça m'a amené des petites expériences. Comme là, un balado, tu es en train de parler dans un balado. C'est certain que si ça n'avait pas été l'anorexie, je serais pas en train de te parler ici aujourd'hui. Ouais. Puis justement, y a-tu d'autres bienfaits que tu es capable de voir que tu as eu, ou des apprentissages que tu as fait plus? Ça m'a permis de m'extérioriser beaucoup. J'ai appris, c'est certain que tu vaux plus que le poids sur la balance. L'image de soi, l'image corporelle, ça se passe bien plus ici que là. C'est des apprentissages. Moi, là, tout ça, j'ai appris, c'est ça, à m'extérioriser beaucoup. D'ailleurs, c'est là que j'ai créé mon blog Facebook. C'était pour sortir ça. J'avais un poids sur les épaules que je voulais libérer puis envoyer aux gens. Je l'ai fait via ma page Facebook, un blog qui est aujourd'hui rendu à 675 personnes qui me suivent, parce que ça a été plus loin un peu après, mais au début, c'était vraiment pour mon trouble alimentaire. C'est ma résolution de 2017, ça avait été, perdre du poids. Ça a été réalisé. 2017, ça a été ouvrir un blog Facebook. Ça a été réalisé. Puis c'est ça, au fil des textes. Le premier texte, ça avait été, je m'en souviens, le TOC et TCA, beaucoup plus que des acronymes. Puis ça avait été partagé, je ne me trompe pas, 100 quelques fois. J'ai eu des témoignages, malheureusement, heureusement, parce que je suis content de voir que je n'étais pas seul. Puis il y en a que ça a beaucoup aidé, parce qu'elles aussi, elles aussi, on s'en dit qu'ils n'étaient pas seuls, parce que malheureusement, c'est juste des filles. Mais j'ai quand même une dizaine de personnes féminines qui m'ont écrit qui étaient en plein dans ça, puis que ça avait aidé, puis des conseils. J'ai des beaux contacts que j'ai créés avec ça, que j'ai échangé avec eux au fil de mon trouble, qui ont échangé avec moi au fil de leur trouble aussi. Une de rien, 10 personnes à qui tu as un impact dans la vie. C'est ceux qui m'ont écrit. C'est quelque chose. J'ose espérer qu'il y a peut-être des gars aussi qui l'ont lu. Ouais. Puis tu sais comment on est, les gars, on a l'ego. C'est plus dur. Va faire qu'on va ça va peut-être faire un bout de chemin, mais ils sont encore dans le déni peut-être. Je sais pas. Mais tu sais, le texte a été partagé en Belgique, en France, c'est beaucoup. Fait que c'est quand même très cool. Puis après ça a été de fil en aiguille, commencer à écrire sur parce que je voyage aussi beaucoup. Puis c'était mon voyage au Vietnam là, à la relâche 2018. Que j'ai commencé à faire des récits de voyage. J'en ai fait plusieurs quand même au fil de ça. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à m'extérioriser aussi avec ça, prendre un goût à écrire.
La littérature occupait une place. Je lisais beaucoup. Pendant mon trouble, j'ai lu beaucoup. C'est impressionnant comment t'écris bien. Ouais, mais... Sais-tu d'où ça vient? Je sais pas. Sérieusement, je sais pas. J'ai quand même toujours eu une facilité en français puis avec la rédaction. Je te dirais... Tu lis beaucoup? Je lis beaucoup, ça c'est sûr que ça aide. Faut comme dit David Goudreau, en fait, un collègue et ami et idole à la fois. Faut lire beaucoup pour écrire peu, puis je pense que c'est très vrai. Je lis beaucoup, j'écris aussi beaucoup, mais je pense que l'inspiration, ça tombe pas du ciel. C'est par rapport à mon vécu, je suis capable de parler de ce que j'ai vécu facilement, je suis capable de mettre des mots sur mon vécu à moi, ça c'est sur mes expériences de voyage aussi. Ça c'est une faculté que j'ai, mais c'est certain que l'inspiration, tu t'inspires d'auteurs qui t'intéressent, tu t'inspires des lectures que tu fais. Fait que ça c'est certain que ça vient de ça. Mais sinon, je sais pas, puis je relisais ça parce que tu sais, le 31 récits de voyage là, sans prétention, c'est un travail de ces 2 ans et demi de travail. En fait, c'est 31 récits, donc les voyages que j'ai faits, ça a commencé au Vietnam, comme je le dis derrière au 4e de couverture. Ça a commencé au Vietnam, après ça, t'as le voyage en Thaïlande, en Birmanie, en Malaisie, en Grèce, au Kenya, au Nicaragua. C'est tous des endroits que j'ai fait. Puis de texte en texte, en fait, j'ai relis comme ça, je les ai mis ensemble pour en faire un recueil. Mais c'est des textes que tu avais écrits justement pour la Zone Campus ou ton blog? Non, pas Zone Campus. Zone Okay. Campus, j'avais fait des chroniques de voyage au début, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pas c'est vraiment des expériences que j'ai vécues en voyage. Y avait-tu été publié avant ou bien là, c'est la première fois publié? Ça a été publié sur Facebook. Là, j'ai travaillé un petit peu. Je les ai toutes mis ensemble. J'ai fait un avant-propos pour les mettre en contexte. OK. Puis j'ai eu une préface aussi d'une de mes collègues enseignantes qui écrit probablement mieux que moi d'ailleurs, Hélène Brazo, qui a fait la préface du livre. Okay. J'ai contacté un artiste de ma région, Actonville, pour faire la couverture. On a tout mis ça ensemble, ça a donné un excellent recueil. Mais en le lisant, je me rends compte que, parce que j'ai même laissé les dates de mes publications originales des textes, puis je me rends compte que ma plume, je relis un texte, je relis le premier, puis je me dis, tu sais. Puis là... Sont-ils en ordre? Sont en ordre, exactement. Okay. Puis plus j'avance, plus je me dis, bon, ça a plus d'allure. J'arrive à la fin, bon, OK, ça a plus. Ben, ça peut ajouter un petit cachet, de voir l'évolution de l'écriture. J'en parle dans l'avant-propos, tu sais, je dis, c'est mon continuum avec ma relation avec la langue française, en fait. Là, c'est beaucoup plus de facilité à la fin. Mais encore là, tu sais... il y a aussi la question, est-ce que c'est juste toi qui vas le voir, là? Peut-être, parce l'évolution. Il y en a qui lisent le premier, tu sais, il y en a qui ont juste lu le Vietnam, les 5 premiers textes, puis qui me disent que c'est merveilleux. Moi, je le relis, je dis, OK. Ben, peut-être ceux qui ont... Continue de lire, parce que ceux qui lisent beaucoup, qui ont vraiment peut-être un œil attentif à tout ça, là. Puis il y a autre chose, tu sais, c'est vraiment 31 récits de voyage sans prétention, tu sais, je l'ai auto-édité. J'ai déboursé, c'était un petit trip, là, parce que c'est mon premier livre. En fait, les autres vont être distribués d'autres manières. Là. Je pense que t'en as pas imprimé beaucoup. Au début, j'en ai imprimé un. C'était pas moi. Je voulais mettre ça dans ma bibliothèque. C'est pas beaucoup, hein. Ouais. Fait que là, j'arrive sur je vais t'expliquer comment ça s'est passé. J'ai mes 31 textes, j'ai réuni, comme je t'ai dit, je fais faire une préface par une de mes collègues. Après ça, je fais faire j'écris mon avant-propos, je trouve ma couverture. Je m'en vais sur le site de Bouquinbec. En fait, ça permet l'auto-édition de livres. OK. Tu sors, évidemment, faut que tu sortes ton argent. Je m'y attendais, c'est un projet que je voulais mettre à terme. Fait que je m'en vais là-dessus. Je me dis, bon, je vais faire ça, me coûtera pas cher, je vais faire un livre pour mettre ça dans ma bibliothèque. Tu sais, juste le feeling, là. Tasser mes livres préférés puis insérer le mien en dessous, là. Fait que c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Mais quand t'arrives sur le site, ils disent c'est minimum 25. Ah. Bon, fait que là, tu sais que le prix va monter, là. Fait que c'était une affaire on parle d'un 4 chiffres, là. Pour faire ça. Fait que juste pour en faire 25. Fait que là, moi, je pensais à ça, tu sais. C'est qui je pourrais bien vouloir ça. Mais tu sais, je sais, tu sais, j'ai 675 personnes sur ma page Facebook. Fait que commence à faire un petit sondage qui serait intéressé à voir ça. Fait que, bon, j'ai au moins une vingtaine de réponses, vite. Fait que moi, de toute façon, moi, je pense que je les aurais fait faire pareil, puis après ça, je me serais arrangé. On va faire 25. Là, ça continue à m'écrire, tu sais, ça fait faire ça, j'en prendrais un. Fait que ça fait faire 40 finalement. Parfait, les 40 arrivent. Là, c'est parfait, je vais livrer ça. Puis c'est le petit trip aussi, c'est mon premier livre, c'est aller le livrer moi-même, tu sais, de dédicacer à la demande des gens. C'est un petit trip. Les autres, je ferai pas ça. C'est pas moi qui vais les livrer. Là. On va s'arranger. On est en discussion présentement. Mais ça, c'est mon premier. Les 100 copies, c'est moi qui vais les avoir remis en main propre. C'est quand même très, très cool. Puis, parce que oui, c'est ça, c'est 100 copies, je viens de vendre le punch. Okay. Mais finalement, c'est ça, j'en ai fait 40. Puis finalement, j'en ai fait refaire 60. Puis finalement, il y en a 100.
Là, y avait-tu une bonne différence de prix entre 25 et 100, mettons? Non, pas tant que ça. Non. Okay. C'est vrai. Le prix de départ est très cher, mais après ça monte moins. Là. C'est parce que t'as le prix. C'est pas tant le prix des imprimés qui coûte cher, c'est la mise en page du premier, ça coûte 1000. Ils chargent. Tout le projet, c'est pas loin de 1000 $. Moi, ça m'intéresse, là, c'est pour ça que je pose plein de questions. Ça t'intéresse? Non, mais éventuellement, d'écrire, ça m'intéresserait. C'est très cool. Parce que par exemple, avec, moi, je te dis Bouquinbec qui font du bon travail. D'ailleurs, le Prof Nomade, c'est auto-édité aussi. Parce qu'on sait que les maisons d'édition, je te disais que les auteurs vivent pas de leur plume. Ça a grande partie à cause des maisons d'édition qui grugent beaucoup des profits. Mais en évitant ça, quand tu as les moyens de mettre un petit peu d'argent, parce que clairement, ça va te revenir. Je veux dire, en ayant vendu, je fais pas beaucoup de profit avec ça, là, en ayant vendu 100 copies, je vais faire à peu près 300 $. Mais tu sais, ça, c'est fou, tu calcules que j'ai investi avant, que j'ai été porter tous les livres. Fait que je fais pas, tu sais, on s'entend que c'est vraiment pas beaucoup. C'est beaucoup de temps que j'ai mis dans ça. Pour finalement, je le faisais pas pour l'argent. Comme je te dis, c'était pour avoir ma copie à moi. Là, je vais en avoir fait 100, puis après ça, j'en fais plus. Ceux qui en voudront, ils pourront le commander en ligne, il va être disponible, mais moi, j'en fais plus après ça, c'est certain. Ok, tu vas le mettre en. Il est disponible en ligne présentement. Non, tu le commandes, puis il est livré chez toi en format papier. Ok. Parce que. Non, c'est ça. Parce que je vais me concentrer à 100% sur le projet du Prof Nomade. Il va probablement avoir fait qu'il y en a 100, mais il peut en avoir plus dans le fond. Il peut en avoir plus, ouais. Tu peux le commander à l'unité. Mais moi, personnellement, je vais en livrer 100. Après ça, les gens, s'ils veulent, pourront le commander. Il n'y aura pas de problème. Directement sur le site de Bouquinbec. Tu parles, ouais, exactement. En fait, Bouquinbec, ils ont une librairie en ligne. Okay. Puis tu peux commander les livres directement là. Le Prof Nomade, d'ailleurs, le premier tome est disponible présentement sur cette plateforme-là. Okay. Aussi via la boutique du Prof Nomade, donc au site web à son site web à lui. Mais là, question comme ça, parce que là, tu dis que les maisons d'édition ils grusent beaucoup d'argent, mais là, dans le fond, tout est dans le moins quand même. Là. Mais c'est plus profitable de faire ça? Je suis pas dans le moins, je fais 300. Tu disais pas que ça t'a coûté genre 1000 quelques? Ouais, tu payes d'avance, mais tu sais, l'argent que tu fais avec ton livre, ça dépend du prix que tu fais. J'aurais pu le vendre 30 $, j'avais voulu. Okay. Présentement, je le vends 20 $. Tu fixes ton prix, tu regardes combien ça doit coûter, combien tu vas en vendre. C'est plus que tu en vends, plus que tu fais d'argent aussi. Mm-hmm. Mais tu sais, le pourcentage que tu payes une fois ta mise en page, ton graphiste qui va faire le travail, puis après ça, c'est ta copie, le prix de ta copie pour l'impression que toi tu prends. Eux, ils prennent rien. Là. Fait que tu prends le prix de ton prix de vente, moins ton prix d'impression, ça te fait ta marge de profit. Tandis que si tu avais une maison d'édition, tu aurais l'impression, tu aurais l'éditeur aussi qui en prend plutôt des. J'ai eu une rencontre avec un auteur là, qui fait ça de sa vie d'ailleurs. J'ai été souper avec lui il y a 2 semaines, puis ça qu'il me disait, c'est à peu près 10% du prix de vente d'un livre que l'auteur va faire. C'est pas beaucoup. Là. Quand on prend un livre à 30 $, va faire 3 $. Mm-hmm. Fait que ça dépend, là, tu sais, tandis que quand tu veux le vendre, mettons, c'est certain que ça prend d'autres choses parce que t'as pas de maison d'édition, fait faut que tu bûches pour avoir tes tribunes, faut que tu bûches pour avoir tes endroits pour le vendre, faut qu'il soit distribué, c'est ce qu'on fait présentement, on est dans la discussion, mais c'est beaucoup plus difficile de rentrer, par exemple, dans les librairies. Mm-hmm. Ça se fait, mais c'est un travail supplémentaire, mais ça vient avec le fait de vouloir t'auto-éditer, ça vient avec ça. Fait que là, aussitôt que des gens vont l'acheter en ligne, là, après les 100, là, tout l'argent t'en revient. Là, ouais, ben, le Québec. Là. Non, mais pas 100%. Mettons qu'ils vont payer en ligne, c'est 20 $ quand même, plus les frais de livraison, je pense qu'il revient à 25. Mais tu sais, Bouquinbec va quand même prendre beaucoup parce que c'est eux qui l'impriment. Moi, je vais juste faire la petite marge là, que je fais entre les deux. Là. Fait que non, c'est ça que je te dis. Je vais faire après 100, je vais faire environ 300. Je pense que c'est même. Je l'ai calculé vite, je pense que c'est même pas ça que je vais faire. Là. OK. Puis au-delà de tout ça, je pense que ça, c'est si j'avais tout vendu. Puis j'en donne ici et là parce que tu sais, je vais faire aussi à la bibliothèque municipale de ma ville, j'en ai donné un, c'est pour le trip, je vais t'en laisser un pour que tu te fasses tirer aussi. Yes. Je vais en donner un, j'en ai donné un au journal Actonville pour qu'il le fasse tirer, c'est ça quand même, ça reste que je veux pas faire d'argent avec ça, je fais pas pour faut ça. Aimer ça là. Exactement, ben oui, faut t'aimer ça. Le Prof Nomade, peut-être que ça aura une plus grande portée, je l'espère, parce que je pense que c'est une clientèle qui a tout avantage à lire plus, les prix adolescents. Donc, c'est certain que si ça peut avoir un impact rentrer dans les écoles, ça, je sais très bien, ça intéresserait les élèves du secondaire, mais par les propos qui sont parfois très crus, tu sais, j'ai mis de l'humour, il y a des sacs, ça rentrera jamais,
Mais probablement que l'autre, il n'y aura pas de problème à rentrer dans les écoles primaires, par exemple, une classe qui va le prendre. Puis ça, je n'ai aucun problème avec ça. Puis je serais fier de ça aussi parce que je pense que ça va avoir beaucoup de... Ça va avoir plus d'impact, ça va être plus lu. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de visibilité. Ouais. D'ailleurs, avec le prof nomade qui, lui, en a d'ailleurs beaucoup là, à la base, ça va aider. Il y a une question que je t'ai pas posée Ouais. par rapport à... Bon, on a parlé un peu tantôt des bienfaits que tu pensais que ça pouvait avoir à long terme, là, tout ce que tu as vécu avec l'anorexie, mais penses-tu que ça va pouvoir être un atout dans ta façon d'enseigner? Ben clairement, tu sais, moi, je l'ai dit tantôt un petit peu, je ne vais pas enseigner à l'éducation physique parce que par mes expériences en classe, j'ai quand même eu un coup de foudre avec ça. La relation avec un groupe de classe qui reste quand même le même, tandis qu'en éducation physique, c'est des élèves qui viennent sporadiquement te voir. Tu développes moins de relations. Exactement. Ouais. Tandis que j'aime ça, moi, la classe, c'est la micro-société, l'image, que c'est toujours les mêmes élèves, puis que tu les vois dans différentes facettes, dans différentes matières. Mais ça fait que j'aurais peut-être pas le même discours, parce qu'en éducation physique, c'est facile de dire ça, mais il n'y a rien qui m'empêche d'en parler aux jeunes. Puis c'est certain que s'il y a un jeune qui... Tu vas être alerte. Très, très alerte, très, très aussi sensible à ça. Mettons, on parlait de grossophobie tantôt, je sais pas, moi, j'ai un élève qui a un surplus de poids. L'autre élève qui va lui dire, là, moi, j'aurais ma tolérance, il va faire le saut. Il va faire le saut parce que il va comprendre que moi, ça me touche beaucoup. Puis moi, j'aurais zéro c'est aucune patience envers ça, aucune tolérance aussi. Puis après ça va être dépendamment du niveau aussi. Le jeune de deuxième année, j'aurai pas le même discours, tandis qu'en sixième année ou cinquième année où sont propices d'avoir ça, il n'y a rien qui va m'empêcher de leur en parler, puis de leur dire de faire attention, puis de les conscientiser. C'est certain. Ben oui, d'avoir un rôle de prévention. Un rôle de prévention. Totalement. Utiliser ce que tu as vécu, en fait, là, tu sais, c'est... C'est certain que je suis conscient aussi qu'il y a des... Tu sais, avant de faire ça, il faut que tu prennes des initiatives, il faut que ça relève aussi la santé publique, puis, mais je pense que quand c'est bien fait, il n'y a pas de danger que... Ouais. Ben, je suis bien content de t'avoir eu sur le podcast. J'ai fait le tour pas mal de mes questions. Je sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais qu'on jase ensemble. Ben là, on a parlé du tirage du livre. Ouais, ben c'est ça. Tu verras bien comment tu vas organiser ça. Moi, je le laisse, puis ça va me faire plaisir de... Je crois ça, là. Avec merveilleux. Certainement une affaire de liker notre page puis partager, là. Ben, c'est merveilleux. Fait que tu vas... ça fera un lecteur heureux, je l'espère. Ouais. Puis pour le prof nomade, là, c'est ça s'en vient, là. Vendredi... Le 21, j'ai un lancement dans ma ville à Actonville. Le mercredi, le 19, on est à Laval. Mais après ça va être en vente en ligne, entre autres. Puis après ça, on va voir. Je ne veux pas vendre de punch, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent probablement pour le distribuer d'une autre façon. Good. Bon, ben, c'est parfait. Puis sinon, je pense que tu as une page Facebook d'auteur. Oui, désormais, j'ai mon blog, là, Antoine Gervais, blog personnel, où qui a été le début de tout. Quand même, puis que je me suis là, je l'ai un petit peu délaissé là, par rapport avec les projets de livres, mais là, avec les deux tomes, le premier tome du prof nomade puis ce livre-là qui sont sortis, le deuxième qui avance bien, je vais peut-être mettre ça de côté pour faire sortir un ou deux bons textes sur mon blog éventuellement, je travaille là-dessus en ce moment, donc c'est certain que je veux revenir dans ça parce que c'est là-dessus que j'ai commencé, puis c'est vraiment un moment où j'arrive sur mon blog, je me dis bon, j'écris là-dessus, je prends ça va vite, là, je prends une petite demi-heure, je publie ça, puis ça amène que c'est des sujets, je passe sur quelque chose, puis je publie ça, puis ça me fait du bien, tu sais. Tandis que quand tu es dans un livre, t'es dans un cadre, dans tes personnages, t'es dans ton monde, tandis que là-dedans, c'est un monde que je crée, c'est momentané, puis je publie ça, fait que c'est certain que... vite quand même, c'est comme... ouais, ça va vite. Pas tant de retour en arrière. Là. Non. Tu y vas comme ça coule. Va, comme puis, ça coule. Puis c'est ça qui me fait du bien aussi. C'est pas de. Tu sais, je prends un texte, je joue l'image, que je crache ce que j'ai à dire, ça coule bien, tant mieux. Je le recheck un peu. Après ça, on publie ça, puis tu sais, les gens liront, puis ils en feront ce qu'ils voudront. Parce qu'au début, tu sais, je le fais pour que les gens le lisent. C'est le fun d'être lu. Mais d'abord et avant tout, c'est pas moi, parce que je sais très bien que. Je me suis même fait tatouer ça là, au fil des combats. Cool. Là. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça, c'est très vrai. Encore là, c'est David Goudreau qui m'a fait allumer là-dessus au début. Puis c'est très vrai. Tu sais, tout ce que j'ai dit, c'est certain que si j'avais pas dit ça, ça serait pris en dedans de moi. Puis une fois que tu l'as exprimé, tu te rends compte que... Ouais, puis c'est vrai pour les émotions, c'est vrai pour ben des affaires, là, toutes les émotions que tu gardes en dedans, mais exactement. Fait que c'est pour ça que ça reste en dedans. Parce que c'est le fun, parce que il y a un lectorat qui est certain pour le livre, pour tous les textes que je fais sur mon blog, pour le prof nomade aussi, parce que là, c'est vraiment cool, parce que littérature jeunesse, ça vient me chercher, parce que je suis enseignant au primaire à la base. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Mais ça reste que d'abord et avant tout, si j'écris,
c'est pas moi-même. C'est certain que ça va faire des heureux, je l'espère. Ça va faire des lecteurs, je l'espère. Mais d'abord et avant tout, c'est pour moi-même. Une thérapie, là, c'est... Non, c'est exactement ça. Pour le blog, c'est ça. Fait que c'est certain que Antoine Gervais, blog personnel, c'est là-dessus que je vais recommencer à être actif éventuellement. Puis sinon, oui, j'ai ma page d'auteur là, depuis que le premier livre est sorti, j'ai jugé bon de me faire ça. Un compte Instagram aussi, même chose, Antoine Gervais, auteur. C'est là-dessus que j'essaie de le moins mélanger. T'es rendu avec 2 pages. J'ai mon blog que j'ai comme délaissé, mais que je vais revenir là-dessus. Instagram, je parle de ton Instagram personnel qui est privé d'ailleurs, que je reçois toujours devoir recevoir une demande pour accepter si tu me suis ou pas. Puis j'ai auteur qui est ouvert à tous, que je mets juste uniquement des trucs littéraires là, par rapport à mes projets qui sont à venir ou en cours ou faits à promouvoir. Là. Fait que c'est là-dessus que je fais ça. Good. Fait que on va suivre ça, puis merveilleux. Aller suivre Antoine sur Facebook, sur Instagram, puis rester à l'affût. Tirage du livre qui va être là en fait quand le podcast va sortir. Là. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Je suis vraiment content d'avoir abordé un sujet différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais un sujet important de parler. Là. Merci à toi, Francis. Puis je pense sincèrement que tout le monde va y gagner là, en ayant parlé comme ça ouvertement. Puis des tribunes comme ça, malheureusement, moi, je les appelle les alimentairement troublés. J'aime ça, c'est mon expression. Là, mais tous les alimentairement troublés, il n'y a pas assez de tribunes pour eux. Puis, il y en a beaucoup qui se battent pour en avoir plus. Puis, c'est certain qu'avec des initiatives comme la tienne, de m'inviter dans un podcast, c'est certain qu'en parler, ça... Je suis certain que ça va faire son bout de chemin aussi. Là, ça va être, j'imagine, repartagé. On va travailler fort pour que ça fasse son bout de chemin. Puis que ça tombe aux oreilles de ceux qui voudront bien l'entendre, puis à qui ça va pouvoir apporter un certain baume sur des plaies qui sont parfois très, très profondes. Ouais, puis c'est ça qui est le fun avec un podcast, c'est qu'on peut creuser un peu plus profond que... Je sais que tu as eu beaucoup d'entrevues, mais tu sais, souvent, ça sort un reportage. Par exemple, si on revient sur mon petit reportage de TVA, là, ça sort très rapide. Ça part très rapide. Un puis petit texte, là. C'est un petit texte, on voit, je pense qu'ils vont sur ma page Instagram, ça, ils n'ont pas manqué de le faire. Par contre, si j'ai de quoi un petit peu plus dommage, c'est que l'entrevue a duré une bonne vingtaine de minutes. J'ai pas pu avoir accès à l'intégrale, j'ai parlé pendant une bonne vingtaine de minutes. Mais tu sais, dans le reportage, on voit une minute, je pense. 1 minute 30, je pense. 1 minute 30, à peu près. Ouais. Mais j'ai parlé pendant 20 minutes avant, puis tout mon discours, j'étais fier de moi, c'était cohérent. Je me suis dit, bon, ça va faire, c'est certain que ça va faire son bout de chemin, puis ce que j'ai dit, ça va être repartagé, puis je suis pas inquiet, le discours était cohérent, c'était parfait, j'ai dit ce que j'avais à dire, puis ben non, 1 minute 30. En tout cas, l'avantage avec un balado, c'est qu'on va l'avoir... j'imagine que je vais avoir accès à l'intégrale, puis ça va être merveilleux. Évidemment. Fait que merci. Merci à toi, Francis, puis en espérant que... Bonne continuité et j'espère du succès pour les livres qui s'en viennent et les tomes. On espère fort, oui, parce que c'est un beau projet, puis je pense que ça va amener un vent de fraîcheur en littérature jeunesse là, avec le prof nomade. J'aurais vraiment aimé ça avoir un exemplaire, mais ils sont imprimés depuis aujourd'hui. OK. Donc, on va suivre ça. demain. Ça va venir vite. Yes. Merci à toi, Francis. Merci, là.